merci de nous avoir rejoints ici ce soir. Toute l'équipe de Ville Rail et Transport, le magazine des professionnels de la mobilité, est heureuse de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur le thème des métros automatiques. Il ne vous aura sans doute pas échappé qu'en France, cette année, jamais l'actualité des métros automatiques n'aura été aussi dense. À Rennes, avec l'ouverture de la ligne B et la mise en service commerciale du tout nouveau Néoval, à Paris, avec l'automatisation de la ligne 4, le Grand Paris Express et les premiers essais de Nexteo pour la ligne E du RER, et à Lyon, avec l'automatisation des lignes B et D. Sur la ligne D, tout comme d'ailleurs sur la ligne 14 de la RATP, il s'agit là pour la première fois d'une migration d'un système GOA4 vers un GOA4 de nouvelle génération. Et déjà se pose une question, comment demain repousser les limites techniques du métro automatique? Pour tenter d'y répondre, nous avons réuni ici ce soir deux ingénieries, Egis et Systra, deux opérateurs, la RATP et Keolis, et deux industriels, le constructeur Siemens et l'équipementier Wabtec. Dans un premier temps, nos 6 intervenants vont brièvement présenter leur activité. Et je me tourne vers vous, Marie Bach, chez Egis. Vous êtes responsable du lot technique matériel roulant, automatisme de conduite et commande centralisée pour la maîtrise d'œuvre de la ligne 18 du Grand Paris. Et c'est à vous que revient l'honneur de commencer. Merci, quel honneur. Je vais me présenter rapidement. Donc, je travaille dans le ferroviaire depuis plus de 10 ans. J'ai commencé aussi chez un industriel, chez GE Transportation. Et j'ai fait aussi un passage chez Alstom. Je suis chez Egis depuis 6 ans. Et depuis 6 ans, je travaille principalement sur la ligne 18 du Grand Paris Express. Donc, sur le contrat d'automatisme de conduite et commande centralisée. Et donc, depuis 1 an, je gère le contrat d'Alstom, puisque c'est Alstom qui a gagné le contrat de matériel roulant, automatisme de conduite et commande centralisée pour la ligne 18. Au cours de mes missions chez Egis, j'ai aussi travaillé pour la RATP, pour Octis, pour la ligne 10. Egis, qu'est-ce qu'on fait chez Egis? Quel est notre cœur d'activité? Donc Egis, c'est un groupe de conseil d'ingénierie et d'exploitation. Nous sommes environ 18 000 collaborateurs à travers le monde. Donc c'est un groupe qui est français à l'origine. Aujourd'hui, nous avons toujours 40% de nos activités qui sont situées en France. Et niveau répartition, conseil, ingénierie et exploitation, nous avons environ 80% de nos activités qui sont en conseil et en ingénierie et 20% en exploitation. Nous intervenons dans plusieurs domaines, le transport bien sûr, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, routier, ferroviaire, urbain, maritime, mais également le génie civil, les bâtiments et l'énergie. Au niveau transport urbain, nous sommes environ 2000 collaborateurs dans le monde et nous proposons une offre sur l'ensemble du cycle de vie du transport urbain, donc des études amont jusqu'à l'exploitation maintenance et les asset management. Et donc on intervient sur des grands projets, dont certains que vous avez cités, à Rennes plutôt pour la partie génie civil, mais également à Lyon sur la ligne B et la ligne D, à Lille, sur la ligne 18. Nous intervenons aussi à Lausanne, à Belgrade et ailleurs dans le monde, Riyad, Chili, Bahreïn. Vincent Mahutot, vous êtes directeur adjoint du département offres et services de transport chez Systra et vous êtes également directeur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, exploitation et maintenance du Grand Paris Express. À vous de vous présenter. Vous avez un micro. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, vous l'avez dit, je représente une direction d'activité offre et services de transport qui va regrouper finalement l'ingénierie de la production, des métiers de la production, l'exploitation, la maintenance, les dépôts et les matériels roulants. Et au sein de Systra, Systra, c'est une ingénierie qui a la particularité d'être dédiée au transport. On est à peu près 8000 aujourd'hui dans 80 pays, dont 2000 en France, et qui adressons tous les modes de transport et aux différentes étapes de leur conception, depuis l'expression du besoin jusqu'au suivi des mises en service, et par capillarité, finalement, l'ensemble des disciplines connexes que peuvent être l'environnement, l'aménagement du territoire,
le génie civil et d'autres. Vous l'avez dit aussi, j'interviens auprès du Grand Paris dans le cadre d'une AMO exploitation et maintenance dont la vocation est de garantir l'exploitabilité, la maintenabilité des lignes et la réussite de la mise en service. Edgar C., vous êtes le responsable du pôle transport métro à la RATP. On ne présente certes plus la RATP, mais je vous laisse la parole pour vous présenter vous-même, et puis la RATP également. Très bien, merci. Donc moi, je suis rentré à la RATP il y a une petite vingtaine d'années. J'ai fait une dizaine d'années à l'exploitation du métro sur différentes fonctions, sur différentes lignes. Donc notamment la ligne 1, où j'étais responsable transport pendant les travaux d'automatisation, de conversion de la ligne. J'ai été directeur de la ligne 14 et ensuite j'ai eu l'honneur, le privilège de diriger le projet d'automatisation de la ligne 4 pendant 7 ans. Et je suis revenu à l'exploitation du métro il y a à peu près 2 ans, donc en tant que responsable du pôle transport, donc transversalement pour le réseau métro au sein de la direction du métro. Et donc, voilà, le groupe RATP, effectivement, je ne vais pas m'étendre dessus, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent ces activités, mais autour du métro automatique en particulier, on a évidemment les activités d'exploitation, de maintenance et d'ingénierie de projets en Île-de-France, mais aussi toutes nos activités à l'export, notamment au Qatar. On exploite conjointement avec Keolis le métro automatique là-bas, le métro de Riyad très prochainement, et plein de projets à droite à gauche aussi dans le monde qui tournent autour du métro automatique. Voilà, nous réévoquerons d'ailleurs ces projets à l'export un petit peu plus tard. Philippe Leguet, vous êtes directeur international système pour le transport ferroviaire urbain chez Keolis. À vous de vous présenter. Oui, bonsoir à tous. Oui, je travaille chez Keolis depuis 2010, donc en tant que directeur international des systèmes de transport ferroviaire urbain. Alors précédemment, j'ai été pendant 6 années le directeur du métro automatique de Lausanne. Donc, premier métro 100% automatique de Lausanne, fourni 100% par Alstom. Et précédemment, j'ai travaillé pendant 14 années au tunnel sous la Manche. Et avant ça, j'ai travaillé à la RATP, voilà, donc je suis un peu chez moi aujourd'hui, où j'ai travaillé à l'exploitation du métro. Et je suis rentré à la RATP en 1984, donc quelques années quand même depuis. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler sur 6 lignes de métro, pneus et fer. Voilà. Alors, concernant Keolis, nous sommes un opérateur privé de transport public. C'est 70 000 salariés, ou pas loin, et un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros, dont la moitié réalisée en France et l'autre moitié à l'étranger. Nous sommes implantés dans 14 pays sur les 5 continents. Alors, concernant notre actualité sur les métros 100% automatiques, nous avons mis en service cette année la 2e ligne de métro 100% automatique GEOA 4 de Rennes, donc système clé en main fourni par Siemens France. Nous avons également mis en service la première partie du projet de transformation de la ligne B de Lyon, qui devient donc un métro 100% automatique GEOA 4, transformation réalisée par Alstom. Dans les autres actualités phares internationales, nous avons récemment mis en service la première ligne de métro 100% automatique GEOA 4 à Shanghai, en Chine, délivrée par Bombardier. Plus proche de nous, au Moyen-Orient, nous avons mis en service en 2019, avec la RATP, le réseau de métro 100% automatique GEOA 4 de Doha, destination Thales et train Mitsubishi. Et tout récemment, nous avons remporté le contrat d'exploitation du métro 100% automatique GEOA 4 de Dubaï, qui est une destination Thales et des trains Mitsubishi et Alstom pour la dernière phase. Alors, pour quelques petites historiques, la ligne rouge de Dubaï est la ligne de métro 100% automatique GEOA 4 la plus longue au monde, 52 km. Alors, précédemment, ce record était détenu par une ligne française, Lille, ligne numéro 2, qui fait 31 km. Alors, à savoir également qu'un autre record qui est détenu, c'est justement Lille, ligne numéro 2, qui est la ligne de métro automatique avec le plus grand nombre de stations, 44 stations. Alors, un autre record détenu par la France, c'est le premier métro 100% automatique sans personnel à bord, mis en service en 1983, ligne numéro 1, mise en service par Keolis, et ligne fournie par Matra France, maintenant devenue Siemens France.
Alors, je suis vraiment très content d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, et je souhaiterais aussi rendre hommage pendant cette séance à quelques personnes clés et importantes et qui sont chères pour moi. Merci. Et nous aurons l'occasion, effectivement, de le faire un petit peu plus tard. Paul-Édouard Basse, vous êtes directeur grand compte chez Siemens. C'est à vous maintenant. Bonjour à tous, Paul-Édouard Basse. Donc, alors, je suis entré chez Siemens, ça s'appelait encore Matra Transport, donc il y a quelques années. J'ai exercé plusieurs métiers dans l'entreprise. J'ai une expérience notamment autour des projets CBTC. J'ai été chef de projet sur la ligne 1 lors de l'automatisation de la ligne. Et puis, donc je suis retourné à la direction des ventes. Alors, Siemens Mobility en France, c'est une filiale de Siemens Mobility Monde, qui elle-même est une filiale de Siemens. Qu'est-ce qu'on fait ? On a 4 métiers surtout en France. Le premier tourne autour des automatismes de métro, donc ce qu'on appelle le CBTC. Alors, c'est aussi une longue histoire. Ça a démarré il y a près de 50 ans, il y a un peu plus de 50 ans même. Ça s'appelait Interelec à l'époque. On faisait du pilotage automatique pour la RATP. On a fait ensuite le système Météor et puis du CBTC. Et puis, on a vendu notre CBTC à l'extérieur de la France aussi, donc à New York, à Riyad, à Barcelone, à Sao Paulo, à Budapest, etc. Donc ça, c'est une activité qui est centrée à Châtillon. Siemens Mobilité, sur les 4 activités, c'est pas loin de 1000 personnes en France, quand même. La deuxième activité qui est basée à Toulouse, c'est celle qui tourne autour des systèmes clés en main, avec notre produit historique qui est le VAL. Donc le métro VAL qu'on a vendu en France et à l'export, notamment à Turin, à Séoul. Cette activité est basée à Toulouse. Ce sont des systèmes dans lesquels on fait le matériel roulant, les automatismes, la voie, l'électrification, donc une approche globale. Le troisième métier, nous sommes bien sûr les représentants de Siemens Mobility en France, donc on vend le portefeuille de Siemens Mobilité et notamment le matériel roulant. Et puis la quatrième activité, c'est donc du service autour de tous ces métiers. Merci beaucoup. Philippe Nogues, vous êtes directeur service France et Benelux chez Wabtec. Pouvez-vous nous parler de vos activités ? Bonsoir à tous, merci. Donc Philippe Nogues, directeur de l'activité service au sein du groupe Wabtec pour la France et le Benelux. Donc le groupe Wabtec, pour le présenter en quelques mots, donc c'est un groupe qui fait partie des leaders mondiaux de l'industrie ferroviaire. Nous réalisons un peu plus de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'échelle planétaire. Donc avec 2 grandes activités, une activité fret donc qui correspond à la fourniture notamment de locomotives. Pour rappeler, Wabtec le Wabtec actuel est né de la fusion de 3 entreprises, notamment donc Wabtec historique, General Electric Transportation donc sur la partie locomotive, et Fevlet Transport qui est plus connu en France, donc en tant qu'équipementier. Donc 2 grandes activités, le fret, donc avec notamment la fabrication de locomotives et tous les services inhérents, et l'activité passager, donc transit, dont le siège est basé à Gennevilliers, donc très près d'ici, et qui correspond à l'ancien siège Fevlet Transport. Pour vous donner quelques chiffres, donc, je vous disais un peu plus de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus de 27 000 collaborateurs à l'échelle de la planète. En France, le groupe compte à peu près 1800 collaborateurs. Donc c'est une présence qui est forte, qui est historique, notamment avec Fevlet Transport, les sites Fevlet Transport. Et pour parler du métro automatique, pour nous le métro automatique rime avec un développement de produits phare qui est celui des porte-palières. Donc nous avons fait partie des pionniers de l'automatisation des métros, notamment avec les porte-palières de Lille en 1988. Donc c'est pour nous une aventure vraiment qui nous tient à cœur et qui perdure aujourd'hui, qui même qui vraiment se développe très très bien à l'international. Pour vous donner quelques chiffres de cette activité porte-palière, aujourd'hui le groupe a vendu plus de 45 000 porte-palières à l'échelle du monde. Ça représente, quand vous mettez bout à bout les façades, quelque chose comme 250 km. Donc c'est majeur, et on fournit donc ces systèmes. On a fourni ces systèmes dans le monde entier, de Santiago du Chili jusqu'à Shanghai, Kuala Lumpur, et plus près d'ici évidemment les lignes 4, ligne 14 avec la RATP, et puis également Rennes et l'île que je citais tout à l'heure. Voilà. Et autre que les porte-palières, on fournit évidemment dans les métros automatiques d'autres systèmes. On y reviendra tout à l'heure, notamment les systèmes de freinage, climatisation, les portes embarquées, l'électronique de sûreté,
Donc on est un des équipementiers majeurs pour l'industrie. Merci beaucoup pour ces présentations et merci d'avoir respecté parfaitement le temps imparti pour chacun, puisque nous sommes absolument parfaitement dans le timing, à la minute près. Ce soir, je vous propose que nous parlions successivement de migration, d'intelligence artificielle, de cybersécurité et d'économie d'énergie. Mais tout d'abord, Paul-Édouard Basse, comment Siemens, en tant que constructeur, peut-il améliorer la robustesse et la résilience d'une ligne de métro comme la 14 par exemple à Paris? On pense au développement des outils de test par exemple, ou la gestion des modes dégradés. Alors, oui, ligne 14, je vais donner quelques exemples. D'abord, la ligne 14, aujourd'hui, donc l'extension est en cours entre Pleyel et Orly. C'est une ligne qui va devenir la plus grosse ligne de métro d'Europe, avec environ 1 million de passagers par jour. Et donc avec des enjeux sur la disponibilité qui sont importants. L'objectif étant d'avoir une disponibilité qui soit au moins aussi bonne que celle qu'on a sur la ligne 1 aujourd'hui. Donc cette ligne, elle a une caractéristique aussi, c'est qu'elle va donc migrer d'un système sans conducteur à un autre. Aujourd'hui, donc le système Météor équipe la ligne. Demain, donc on l'équipe d'un CBTC, qui est le même type de système, mais pas le même système. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer d'un système à l'autre. Et il aurait été un petit peu compliqué de mélanger, en fait, de faire parler les deux systèmes en même temps et de passer progressivement de l'un à l'autre. Donc le choix qui a été fait par les ingénieurs, c'est de faire une migration d'un système vers l'autre, en s'étant assuré, donc avant cette migration, bien sûr, que tout fonctionne. Donc c'est là où il y a des enjeux très importants sur la préparation des mises en service et surtout ce que l'on peut faire donc, en anticipant cette migration et ces mises en service. Alors c'est une des spécialités de Châtillon. Donc je présentais tout à l'heure Siemens Mobilité. Donc des ingénieurs en France, Siemens Mobilité France. Donc c'est une entreprise française qui s'est développée en France et qui va développer de la valeur ajoutée en France, et notamment donc autour de ces automatismes avec tous ces essais et ces plateformes, donc ces moyens d'essai qu'on a mis en place à Châtillon. Donc dans le sud de Paris, on a un étage complet de plateformes dans lequel on teste les systèmes pour s'assurer qu'ils fonctionnent. Et on développe au fil des projets de plus en plus de moyens. Sur la ligne 14, on a par exemple développé une virtualisation des plateformes qui nous permettent d'augmenter le nombre de trains qu'on testait jusqu'à maintenant. Donc il va y avoir beaucoup de trains sur la 14. C'est une ligne très longue qui va faire 28 km. Il y aura plus de 70 trains, il faut savoir les tester en même temps. Et donc on a pour ça développé ces moyens-là. Donc ça c'est la première caractéristique, c'est développer les moyens de test. Alors comment rendre plus robuste une ligne? Il y a d'autres moyens. D'abord, on se repose sur l'architecture d'un produit qui n'est pas tout neuf. En fait, il profite d'une expérience qu'on a acquise au fil des projets. On a développé de projet en projet un produit qui s'appelle TrainGuard MT CBTC et qui a acquis ses lettres de noblesse sur les différents projets qui sont déjà en service. Et donc on réutilise cette architecture qui va apporter de la robustesse, donc notamment par la redondance massive. On a de la redondance à chaude sur les équipements, c'est-à-dire qu'on sait passer automatiquement d'un équipement à un autre en cas d'incident, en cas de panne. Et puis on a des redondances aussi sur les équipements. En fait, on sait changer pendant l'exploitation, donc sans perturber l'exploitation, des équipements, avec une reconfiguration automatique de chaque équipement qui va récupérer tout son contexte sécuritaire et pouvoir enchaîner donc, sur l'exploitation. Donc, un point important, les outils de test. Un autre point important, l'architecture du produit, tout ça pour la robustesse. Un troisième point que je peux citer, c'est la gestion des modes dégradés. Alors ça aussi, c'est une spécialité de notre centre de compétences à Châtillon. C'est en fait écrire de façon très détaillée des séquences d'exploitation avec nos clients, donc avec la RATP en l'occurrence, pour décrire tout ce qui va pouvoir se passer pendant l'exploitation, y compris dans les modes dégradés. Et c'est là qu'on va gagner beaucoup en disponibilité et en robustesse, parce qu'on va pouvoir anticiper tout ce qui peut se passer, et surtout comment va être utilisé notre produit
dans ces cas-là. On sait que sur un système automatique, les pannes sont assez rares, mais quand il y a une panne, elle peut être très perturbante. Quand on a un cas d'évacuation dans les tunnels sur un système et qu'il n'y a pas eu de problème depuis 1 an et que tout le monde attend gentiment que le système continue à fonctionner et que tout d'un coup il se passe quelque chose, mais il faut savoir réagir. Et si on ne s'est pas entraîné depuis 1 mois, et si on n'a pas déroulé ces séquences, et si elles n'ont pas été documentées, on arrive à une situation qui peut être très perturbante pour tous les passagers bloqués dans les tunnels. Donc ça, c'est aussi une spécialité, d'écrire de façon très précise les séquences d'exploitation, et puis aussi travailler sur ces modes dégradés en amont, parce qu'on peut aussi, dans le design, intégrer, en fait, donc pré-intégrer des scénarios de panne. Par exemple, sur une 14, sur une station dont les équipements seraient en panne, on a déjà prévu en amont, dans nos invariants, donc dans notre produit, de pouvoir passer la station et fonctionner indépendamment de cette panne. Voilà. Et puis, un cas que j'ai pas cité, mais qui est important aussi bien pour ces modes dégradés que dans l'architecture, c'est le fait d'avoir un repli, en fait. Un repli, donc aussi bien sur le PCC que sur les équipements d'automatisme. On a des équipements de repli qui fait qu'en cas de catastrophe, même s'il y a un incendie, on sait, en fait, on a un plan B. On sait continuer à exploiter depuis un PCC de secours. D'accord. Philippe Noguès, Wabtec a développé une innovation pour le freinage qui diminue les distances d'arrêt, et ce qui permet évidemment de réduire les intervalles entre trains successifs et donc d'augmenter la capacité de l'infrastructure. Quels sont les axes de progrès technologique en matière de sécurité, en matière d'amélioration du flux, vu cette fois du côté de l'équipementier ? Effectivement, donc le groupe Wabtec a une compétence freinage depuis de très nombreuses années. Aujourd'hui, on a 2 paramètres qu'on va essayer d'améliorer en fait dans le métro automatique et dans son exploitation. Ça va être effectivement, vous le disiez, l'intervalle entre les rames, donc le headway, et également le temps d'arrêt en station, donc le dwell time. Donc ces 2 éléments en fait sont pour nous des entrants dans notre stratégie produit pour essayer de les améliorer. Et concrètement, on a développé donc récemment deux dispositifs. Le premier, c'est un équipement qui s'appelle le Metroflex. L'équipement, donc c'est un équipement de commande électropneumatique de frein qui est très compact. On parle si vous voulez, d'une forme cubique à peu près de 30 cm par 30 cm. Donc c'est vraiment quelque chose de très compact, dans lequel on va retrouver à la fois le calculateur de frein et des électrovalves qui vont permettre de piloter la pression pneumatique qui vont être amenées jusqu'aux organes de frein en aval du système. La particularité du Metroflex et son intérêt, ce sont ses performances intrinsèques, notamment au niveau électropneumatique, puisqu'on va avoir des temps de réponse plus courts et notamment des temps de desserrage plus courts. Et ça, c'est intéressant, parce que justement, par rapport au dwell time, par rapport au temps d'immobilisation en station... Et vous les obtenez comment, ces temps de desserrage plus courts ? Tout simplement en travaillant sur la partie logicielle, donc évidemment en ayant un logiciel qui soit, on va dire, qui pilote de manière la plus adaptée les électrovalves, et les électrovalves elles-mêmes qui sont de dernière génération et plus performantes. Et en faisant ça, on va réduire le temps de desserrage, entre autres, et ça va aider à réduire le dwell time, avec d'autres contraintes évidemment qui ne sont pas forcément côté freinage et sur d'autres équipements, mais en tout cas sur le freinage, on est capable de réduire ces temps. Et l'autre aspect du Metroflex qui est intéressant, c'est que c'est une conception qui est SIL 4, et donc ça ouvre la porte en fait à l'utilisation du frein de service plutôt que le frein d'urgence dans les phases de stationnement. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant parce que le frein de stationnement, il a des inconvénients, notamment les temps donc pour pouvoir refaire démarrer les rames. Et l'autre aspect, c'est les pressions qui sont utilisées dans le système de frein qui sont plus élevées et qui vont contribuer à une usure plus rapide des équipements. Donc le Metroflex amène cet avantage. Pour information, le Metroflex va équiper les rames du Grand Paris Express, donc c'est quelque chose qui a été vendu à peu près à plus de 2000 exemplaires à ce jour. Donc c'est une innovation récente, mais qu'on va retrouver très vite en région parisienne. Le deuxième dispositif côté freinage, c'est le système Distance Master. Donc Distance Master, c'est une combinaison en fait d'innovations. Donc au niveau logiciel principalement, mais aussi au niveau du système de sablage. L'intérêt de Distance Master, c'est que donc, quand vous combinez donc des améliorations sur le logiciel, notamment de pilotage de l'anti-enrayage, également un meilleur contrôle de la décélération, avec un système de sablage performant, vous arrivez à réduire considérablement le gap entre les distances d'arrêt nominales à sec, donc qui sont cadrées par l'UIC, et les distances en conditions d'adhérence limitée ou détériorée. Et donc cette différence-là, elle est très intéressante parce que ça permet justement d'avoir un freinage
plus facile à prédire, ou en tout cas à maîtriser, et donc des distances d'arrêt garanties. Et ça ouvre la porte effectivement à l'amélioration, en tout cas à la réduction des intervalles dans le futur. Alors évidemment, on parle freinage, et donc hors autres contraintes qui peuvent être celles des opérateurs ou des entreprises de signalisation. Et voilà. Mais en tout cas, sur le freinage, effectivement, deux percées. On parlait donc intervalle entre trains successifs. Marie Bach, chez Aegis, vous ne considérez pas que l'intervalle soit le paramètre forcément le plus dimensionnant, mais pour vous, quels sont les enjeux de la migration ? Alors juste pour dire, c'est pas forcément le paramètre plus dimension, c'est un paramètre qui est important, mais il faut aussi regarder globalement comment on améliore le PPHPD, le nombre de personnes transportées par heure et par direction, puisqu'il ne faut pas oublier que quand on allonge les trains, si on passe à des trains par exemple en double rame, plus les trains sont longs, plus on va avoir des intervalles qui sont aussi longs, et donc il faut vraiment avoir une réflexion globale sur combien on peut transporter de passagers, puisque c'est au final ça qui nous intéresse, pour que tous les passagers puissent prendre le métro. Pour les migrations, donc une migration, quand on parle de métro automatique, donc il y a les nouvelles lignes, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui les premières lignes en automatique qui sont en train d'être migrées, des lignes existantes en GOA2 qui sont en train d'être migrées, et donc à chaque fois se pose la question de quelle partie il faut rénover. Est-ce qu'il faut rénover l'ensemble de la ligne ou seulement une partie ? Bien sûr, il n'y a pas de réponse unique et c'est vraiment une étude au cas par cas de chaque ligne qui va pouvoir déterminer quel système, quelle partie du génie civil doit être rénovée. Donc la première réponse, c'est qu'il paraît quand même difficilement envisageable de ne rien rénover du tout. Et donc pour savoir quelles sont les parties qui doivent être rénovées, on propose chez Aegis des démarches qu'on appelle d'asset management, donc pour évaluer vraiment l'ensemble du parc existant. Donc parc, on parle du matériel roulant, de la signalisation, de l'énergie. Est-ce qu'il y a un besoin de poser des portes palières et donc éventuellement des rénovations génie civil? Est-ce qu'il y a un besoin d'améliorer les moyens audiovisuels? Et donc il faut vraiment, dès la migration, dès les débuts du projet, se poser les questions de quels sont les objectifs de cette migration pour répondre donc aux objectifs de l'autorité organisatrice de transport. Et quels sont ces objectifs? Ça va être des objectifs de sécurité, pouvoir transporter en sécurité les passagers, d'amélioration de l'offre de services, des questions d'image aussi, de proposer un service de qualité, et tout ça bien sûr en regard du coût global de possession, puisque une migration, ça a un coût. Une question qu'il faut se poser aussi sur les migrations, là on parle de métro automatique, mais il y a des migrations, des rénovations qui ont lieu en dehors de tout projet automatique. Et donc on intervient par exemple aujourd'hui à Toulouse sur une mission d'asset management. Et donc dès aujourd'hui, on se pose des questions sur dans les rénovations qui vont être faites par exemple sur l'énergie, est-ce qu'on envisage une migration des lignes A et B à 15-20 ans, et donc de prévoir des systèmes qui seront capables de supporter ces migrations. Un autre aspect important qu'il faut prendre en compte dans les migrations, c'est que souvent quand on passe d'un métro en GOA2 à un métro en GOA4, ça va être considéré comme une modification significative et majeure du système de transport, et donc il est souvent nécessaire de se conformer à des nouveaux arrêtés, à des nouvelles réglementations qui sont apparues depuis la mise en service. On parlait de lignes qui datent de 90. Il y a des arrêtés qui ont été faits depuis, je parle notamment de l'arrêté tunnel, de l'arrêté PMR, de l'arrêté ERP, et donc ils peuvent demander notamment par exemple des migrations, des mises à jour de la ventilation pour le désenjuvage tunnel. On va parler tout à l'heure de la cybersécurité, il y a des nouvelles lois et réglementations qui sont apparues sur la cybersécurité, donc il y a des réglementations à prendre en compte. Et donc, on pense vraiment que tout à l'heure, on dit quels sont les enjeux de demain, comment techniquement ça va pouvoir s'améliorer. Mais pour nous, un des enjeux très importants des années qui arrivent, c'est les migrations, comment on va migrer le réseau existant, puisque les migrations, je pense que j'apprends rien à personne, sont des opérations qui sont vraiment complexes et techniquement et organisationnelles. C'est des opérations coûteuses, et donc il faut réfléchir dès le début des projets.
Nous allons continuer sur le sujet de la migration avec vous, Vincent Mahutot. Au-delà de la technique, vous voyez la migration comme un changement complexe avec des incidences sociales, des incidences en termes d'investissement. Et chez Systra, vous développez une démarche de structuration de la migration. De quoi s'agit-il finalement et quelle est la recette gagnante pour réussir la migration vers la conduite automatique? Comme on vient de le dire, les projets de migration, ils ont une complexité technique qui, je pense, est assez évidente, hein, dans le fait de faire dialoguer des systèmes de génération différentes, dans le fait de travailler sur des lignes en exploitation et de changer finalement la vocation d'un système qui a été conçu autrement. Et à ça s'ajoute une complexité organisationnelle qui est liée au fait qu'on a une révolution du modèle opérationnel qui peut déstabiliser les organisations et qui s'inscrit dans un contexte socio-économique ou culturel qu'il est important de prendre en compte. Donc, nous, chez Systra, pour mener à bien ce changement, on a l'habitude de déployer une approche qu'on a nommée TOP, une approche qu'on a inaugurée sur un projet d'automatisation à New York. Et TOP, pourquoi? Pour Target, Origin et Pass. L'idée, c'était de dire que pour concevoir un projet de migration, ce qui était fondamental, c'est d'être capable d'identifier, de partager le point de départ, la vision cible et le chemin. Donc la vision cible, il est important de savoir exactement ce qu'on cherche à faire, hein, quel standard on veut chercher, est-ce qu'on est dans une logique opportuniste, est-ce qu'on est ambitieux. Le point d'origine, c'est important d'avoir un état des lieux des systèmes en place, de la qualité d'exploitation, et également des opportunités, des effets d'aubaine, en fonction de la vie des lignes. Et ensuite, le chemin. Donc, le chemin, évidemment, c'est un chemin qui est composé d'étapes nécessaires pour la migration fonctionnelle et technique, mais c'est aussi un chemin qu'il faut faire emprunter à tout le monde. Et donc, il faut réussir à obtenir l'adhésion de tous et à penser ce chemin pour qu'il soit parcouru par tous. Donc c'est en ce sens-là que les différentes missions qu'on a pu avoir sur des projets de migration, certes, nous ont permis de déployer de l'ingénierie technique, mais aussi beaucoup d'aide à la conduite au changement. Par exemple, depuis des années, on assiste le métro de Bruxelles pour la migration de ses lignes 1 et 5, et vraiment dans beaucoup de dimensions qui dépassent les sujets de système. Alors, ce chemin, il est difficile à concevoir, il faut aussi se rendre compte qu'il est parfois chaotique et c'est un exercice qui pousse à l'humilité. Et en plus, les projets de migration sont souvent des premières fois pour les autorités, pour les opérateurs. Et en ça, on a, à notre sens, la responsabilité d'apporter un peu de retour d'expérience qu'on a pu glaner sur des projets à Bogota, à New York, ou à Hanoï ou en France, pour trouver des solutions au sein de ces plans de migration. Alors, vous aviez parlé de recettes. Finalement, je ne suis pas sûr qu'il existe une telle recette, en tout cas comme une méthode infaillible à plaquer sur tous les projets. Au contraire, c'est important d'aller spécifier les besoins, d'aller écouter les différents intervenants et aller chercher leur adhésion pour réussir le changement. Alors, une migration qui est tout à fait dans l'actualité, on en parlait tout à l'heure, c'est l'automatisation de la ligne 4, puisque le 12 septembre, on est entré, après 3 mois de marche à blanc, dans la phase de mixité des circulations entre conduite automatique et conduite manuelle, comme cela avait été le cas sur la ligne 1 et sur la ligne 1, c'était une première à l'époque. Edgar C., il semble néanmoins que l'automatisation de la ligne 4 soit plus complexe que celle de la ligne 1. Alors, effectivement, quand on a eu automatisé la ligne 1 en 2012, on a lancé l'automatisation de la ligne 4 avec Île-de-France Mobilité. Heureusement qu'on avait conduit
précédemment l'automatisation de la une, parce que ça nous a permis de capitaliser sur l'expérience de ce projet qui était effectivement une première mondiale. Et donc, la ligne 4 a apporté des enjeux nouveaux, des complexités nouvelles. Je vais vous donner quelques exemples de nature assez différente. On parle beaucoup des systèmes, donc je vais temporairement m'éloigner des systèmes. Je vais vous parler de génie civil, parce que pour faire fonctionner les systèmes, avant ça, il y a d'autres travaux à faire. Et donc, pour installer, avant d'installer les portes palières, il faut que les quais soient prêts. Les quais de la ligne 4, par écart par rapport à ceux de la 1, ils étaient dans un état encore plus défavorable par rapport à l'installation de façades de quais. Donc il y a une partie des nez de quai des stations de la 4 qu'on a dû complètement déconstruire pour pouvoir les reconstruire. Tout en maintenant, évidemment, de la circulation commerciale des trains tous les jours. Alors, les quais qui étaient déconstruits, évidemment, ils n'étaient pas ouverts au public pendant ce temps-là. Et donc, c'était pénalisant en termes de service. Donc, le but du jeu, si je puis dire, c'était de faire en sorte que ces opérations de déconstruction, reconstruction des quais soient les plus courtes possibles. Et donc, on a mis au point, avec les partenaires industriels, un système de reconstruction du quai extrêmement efficace, puisque on livrait la nuit par train de travaux des prédales de 2,50 m de long, 800 kg. On pouvait en installer ensuite, on les groutait depuis le train sur le quai, on en installait jusqu'à une quinzaine par nuit sur chaque quai. Donc ça permettait d'avoir une reconstruction du quai industriel vraiment efficace. Après, il n'y avait plus qu'à couler le béton, et puis pouf, on avait un quai neuf. Donc ce qui était long là-dedans, en fait, c'était la déconstruction du quai, parce qu'il fallait y aller lentement, pour pas que le quai s'effondre à la reprise du service le matin avec la circulation des trains. Donc voilà, innovation en termes de génie civil et de logistique sur le chantier. Ensuite, complexité supplémentaire sur le projet de la 4. Il se trouve qu'il y avait un autre très beau projet qui était déjà lancé concernant la ligne 4 précédemment à l'automatisation et dont la mise en service devait être quasi concomitante avec l'automatisation. C'était le prolongement à Bagneux. Donc il a fallu mener deux fronts, deux opérations qui très imbriquées, avec toutes les deux de forts enjeux. Complexité supplémentaire aussi sur les matériels roulants. Sur la 4, on a 3 générations différentes de matériel roulant automatique, puisqu'on récupère des trains existants de 6 voitures mis à disposition par la ligne 14 au fur et à mesure que la ligne 14 reçoit des trains neufs plus capacitaires de 8 voitures. Donc il y a déjà 2 générations de trains automatiques qu'on récupère progressivement de la 14. Donc ça nous fait 32 trains, il en faut 52 pour exploiter la ligne 4. Donc avec Île-de-France Mobilité, on acquiert 20 trains neufs, conduite automatique, 6 voitures, pour compléter le parc. Donc il faut gérer 3 configurations de trains différents. Ils ont des gabarits aussi un petit peu différents. Donc, dans les stations en courbe, ça pose des questions supplémentaires, etc. dans la gestion des lacunes. Sur la ligne 4, on a innové aussi au niveau des façades de quai, avec le partenaire Webtec ici présent, puisqu'on a installé des portes hautes de 1,50 m, modulaires, donc des modules préassemblés, fonctionnels, testés de 5 mètres de long, donc portes et portes de secours adjacentes, livrés toutes les nuits par une logistique ferroviaire, par des trains de travaux, et donc avec un système de manutention industrielle permettant d'installer les portes préassemblées directement sur le quai, de brancher le module au module voisin, et de faire en sorte que ça fonctionne à la reprise du service. Et tout ça sur des quais centenaires. Donc, personne dans le monde n'était jamais allé aussi loin dans la complexité, l'addition en fait, des exigences pour installer de telles portes palières qui, soit dit en passant, je trouve, sont quand même les plus jolies du monde. Je suis sûrement partiel. Mais non. Mais quand même, on a travaillé aussi le design, les services intégrés dedans pour offrir un vrai service autour de ces portes. Vous verrez que je ne contredis pas les propos de mon collègue. Je ne dis pas ça parce que Webtec est présent. Mais voilà, donc de belles portes, mais projet industriel ambitieux. Et puis,
Du côté des systèmes, alors il y a tout ce que Paul-Édouard a décrit sur les exigences, les migrations, les modes dégradés, etc. Mais différence par rapport à la ligne aussi, c'est que la ligne 4 est la ligne à avoir reçu le premier PCC, le poste de commande centralisé, modernisé, informatisé sur le réseau métro Paris. C'était en 2001. Hein, voilà. Exactement. Ce PCC, il porte des fonctionnalités complexes de gestion de l'exploitation, notamment des conducteurs, qui sont donc indispensables à la réalisation au quotidien de l'offre de transport sur la 4. Sans ce PCC-là, on n'aurait pas le même niveau de service sur la ligne. Donc tant qu'il y a des conducteurs, on doit garder ce PCC, ses fonctionnalités. Et donc, elle n'est pas tout redéveloppée dans le système automatique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux industriels Siemens et Atos, qui avaient fourni le PCC de ligne 4 en 2001, de développer une interface pour que les deux systèmes fonctionnent ensemble, soient synchronisés, s'échangent des informations, et qu'on arrive à passer toute cette phase transitoire pendant laquelle on garde des conducteurs jusqu'à la mise en service de la dernière navette automatique. Et là, on n'aura plus de conducteurs, et donc on pourra décommissionner l'ancien, entre guillemets, PCC Atos. Donc, voilà, discuter ensemble, finalement, deux PCC, deux ATS, et faire en sorte que, vu des utilisateurs, exploitants, chefs de régulation, en termes d'interface aux machines et d'ergonomie, ce soit simple à gérer, en fait, il y avait beaucoup de complexité à gérer derrière. Bon, ensuite, au-delà de ça, évidemment, on attend des vrais gains en termes de service sur une ligne 4 qui en a besoin. C'est pour ça qu'on a pris la décision avec Île-de-France Mobilité de l'automatiser. Et puis, dans le contexte actuel aussi de sobriété énergétique, je pense que c'est utile de rappeler qu'un système automatique, ça permet aussi des économies substantielles d'énergie parce qu'on peut avoir des marges économiques. Voilà, alors ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Hein, c'est un des sur la réceptivité thèmes, des trains. Voilà. Voilà. Peut-être un mot sur la ligne 14 que Paul-Édouard Basse évoquait tout à l'heure, puisque donc, pour descendre à un intervalle de 80 secondes avec des trains de 120 mètres de long, vous devez donc faire cette migration du GOA4 actuel à un GOA4 de nouvelle génération. Il y a l'exemple de Taipei sur lequel il y a eu quelques années difficiles. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait quelques problèmes aussi chez nous? De toute manière, une migration, projet Brownfield, un anglicisme, on travaille sur l'existant. La reproduction à Greenfield travaille sur une ligne, une infrastructure nouvelle. Je ne connais pas dans le monde de projet simple de migration sur des lignes automatiques. C'est toujours des projets compliqués. Donc effectivement à Taipei, à l'époque, ça a été difficile. Ils avaient plusieurs années pour s'en sortir. Voilà, c'était compliqué. Bon, à la RATP, on a quand même l'habitude maintenant de moderniser nos lignes, alors que ce soit des migrations GOA2, GOA2, avec les systèmes Octis, en travaillant avec des industriels différents, avec des matériels roulants de générations différentes, avec de l'interchangeabilité entre les systèmes techniques. La migration GOA2, GOA4, donc automatisation de la 1 ou de la 4. Migration GOA4, GOA4 pour la 14. Alors c'est effectivement une échelle encore différente. Hein. Donc on a des exigences fortes parce que, comme l'a très bien décrit Paul-Édouard tout à l'heure, la ligne 14 de demain, en gros 30 km, 1 million de voyageurs par jour. Donc en gros c'est comme... peu de choses près comme les lignes du RER, la A ou la B, et des interstations très longues, donc effectivement des exigences fortes sur la disponibilité du système, sur le traitement des modes dégradés, où il faudra être extrêmement efficace. Voilà, donc tout ça, le fait d'avoir l'expérience pour conduire ce type d'opération en partenariat avec les industriels, en partenariat avec l'autorité organisatrice pour organiser les travaux, c'est important. Et
je pense qu'un vrai facteur de succès, c'est de bien penser l'organisation des projets de migration. À la RATP, on a la chance d'être une entreprise intégrée. On a les métiers de l'exploitation, de la maintenance et de l'ingénierie. On a des gens qui arrivent à discuter ensemble, à se comprendre. Donc le fait d'avoir ces trois compétences dans nos métiers permet d'éliminer beaucoup d'interfaces qui, sans ça, peuvent être compliquées parce que sinon, elles sont contractuelles. Et dès lors que les choses commencent à devenir un peu plus difficiles, parce qu'un projet c'est toujours difficile, chacun peut se cacher derrière son contrat et quand les avocats commencent à se parler, c'est le début de la fin du projet. Donc il faut mieux éviter de se mettre dans ce type de situation. En tout cas, il faut bien penser l'organisation d'un projet de migration largement en amont et bien prendre ces problèmes en compte. Ok. Philippe Leguet, vous dites volontiers que depuis le premier VAL à Lille en 1983, avec son intervalle de 60 secondes entre les trains, on aurait régressé, notamment en termes de disponibilité et de fiabilité. Qu'est-ce qui vous fait dire cela aujourd'hui ? Oui, alors évidemment, si je dis que je suis plutôt mitigé sur la progression du métro automatique, il faut être prudent. Alors c'est vraiment si je suis sévère, et alors peut-être pas sur les mêmes termes que vous avez employés sur la disponibilité, etc., mais plutôt sur d'autres aspects qui sont fondamentaux pour faire un métro économique ou un transport économique. Et là, je souhaiterais rappeler que le métro 100% automatique est une invention 100% française. Et je pense que tout le monde ne sait pas ou ne se rappelle pas. Oui, je souhaiterais notamment rappeler les énormes mérites d'un monsieur qui s'appelle monsieur Gabillard, qui est le monsieur concepteur, inventeur du métro 100% automatique sans personnel à bord. Métro dont la construction a été confiée ensuite à Matra France, qui est devenu Siemens France. Alors plus qu'un système d'automatisme, monsieur Gabillard, avec le soutien de la société Coefeli, qui est maintenant intégrée à Keolis, a conçu dans les années 70 un système complet de transport 100% automatique sans personnel à bord. Dans ce concept, bien sûr, les systèmes métro, techniques, la signalisation avec le secours automatique des trains par accouplement automatique, mais également les organisations, les procédures et les nouveaux métiers. Et je pense que Édouard et Edgar ont bien expliqué qu'effectivement, il y a les trains, il y a les automatismes, mais aussi il y a les organisations, les modes nominaux, les modes dégradés. Et bien ce monsieur, avec le soutien de Keolis à l'époque, a permis effectivement d'élaborer le premier métro automatique dans le monde. Alors, dans ce concept, oui, pour rappel, monsieur Gabillard, quand même, c'était un grand monsieur qui est décédé maintenant, est un des co-concepteurs du système de pilotage des centrales nucléaires, sachant que la France, vous savez qu'on est quand même une ou la référence mondiale dans le domaine du nucléaire. Alors, depuis ce métro lancé en 1983, l'expansion du métro automatique dans le monde a d'abord été assez faible, jusqu'aux années 2010. Et depuis, l'expansion est devenue exponentielle, avec notamment de très grosses ou très grandes accélérations en Chine et au Japon. Mais pas que. Le Grand Paris Express, qui a pour objectif de doubler le nombre de kilomètres de métro en région parisienne, donc on va passer de 200 à 400 kilomètres, fait bien sûr partie de cet engouement. Alors mon sentiment de régression, ou plutôt de non-progression du métro 100% automatique depuis les années 70, mon sentiment concerne effectivement le fait qu'il nous manque des innovations complémentaires, on y reviendra peut-être tout à l'heure, également probablement un manque d'utilisation de fonctionnalités développées depuis le début des années 90. En particulier, je souhaite rappeler la ligne D du métro de Lyon, qui est la référence mondiale du premier métro CBTC 100% automatique, mis en service en 1991 par Keolis, construit également par Matra France, maintenant Siemens. Alors ce métro est basé sur un concept sur lequel je reviendrai tout à l'heure, d'exploitation de trains courts, configurable automatiquement en trains longs, et qui permet une incroyable souplesse d'exploitation et une réduction des coûts de transport. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Ok. Paul-Édouard Basse, est-il selon vous raisonnable d'envisager une migration sans rénover totalement l'existant ? Et
Comment innove-t-on sur les nouveaux projets? Et je pense en particulier à ce que vous faites sur la 15, la 16 et la 17 du Grand Paris, à savoir la réunion finalement du CBTC et des enclenchements dans une signalisation totalement intégrée. D'accord, alors deux sujets. Donc, le premier sujet, c'est la migration, de comment accélérer en fait des migrations de lignes aujourd'hui sans tout rénover. Et puis, deuxième sujet, en effet, que sur des lignes nouvelles, qu'est-ce qu'on peut inventer aujourd'hui? Exactement. Sur le premier sujet, je vais juste aborder deux points, deux exemples. En fait, aujourd'hui, les principaux projets de migration, ils sont liés à la rénovation des matériels roulants et de la signalisation. Et ça fait souvent des plannings un peu longs. Alors nous, on a réfléchi à ça. On a une devise chez nous aujourd'hui qui est on accélère l'Île-de-France, donc on essaie de trouver justement des projets d'automatisation de lignes en fonction des contraintes existantes. Donc sur le matériel roulant, je pense que l'exemple de la ligne 4 tout à l'heure était bon, c'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui équiper des trains existants avec du CBTC. Sur la ligne 4, donc on a des trains de la ligne 14 qui sont arrivés, des trains qui s'appellent MP89 et MP05, qui ne sont pas neufs en fait, hein, ils ont de nombreuses années. Ces trains, ils étaient équipés avant en Météor. Aujourd'hui, on les a équipés en CBTC, on les fait tourner, ça tourne aujourd'hui, il y a une dizaine de trains qui tournent sur la ligne 4 en mode complètement automatique. Donc les trains existants, à partir du moment où on sait les caractériser, on sait les piloter. Le deuxième sujet, c'est la signalisation. Ça, c'est un point important aussi, parce que c'est des coûts aussi importants de rénovation quand on fait un projet de CBTC. Et ce à quoi on réfléchit aujourd'hui, et ce qu'on propose à nos clients, c'est d'importer dans le CBTC des fonctions de signalisation. Donc plutôt que d'avoir deux systèmes, un système CBTC et un système de logique d'enclenchement, parce qu'on parle de la logique d'enclenchement ici, c'est-à-dire les itinéraires et la commande des aiguilles, à terme, l'objectif, c'est d'avoir un seul système et que le CBTC puisse piloter directement les aiguilles. On sait le faire, on le fait sur des projets neufs, on le fait sur le Grand Paris, on va le faire sur le Grand Paris, on le fait déjà à Rennes aujourd'hui avec notre CBTC. Donc l'objectif, c'est de le faire aussi sur des projets de migration à Paris, à New York ou ailleurs. Voilà, donc ça, c'est le sujet accélérant les migrations. Et le deuxième sujet, c'est les sujets d'innovation et de lignes nouvelles. Comment rendre ces lignes nouvelles plus robustes? Donc on pensait à Rennes ou au Grand Paris. Alors Rennes, c'est typiquement justement un projet sur lequel on a appliqué le principe de la signalisation intégrée, donc d'avoir un seul calculateur pour faire aussi bien la commande le contrôle des trains que la commande des aiguilles. Donc c'est une fonction qui existait d'ailleurs aussi au niveau analogique dans le système VAL, et qu'on a implémenté à Rennes. Donc Rennes, voilà, ça tourne, on l'a dit tout à l'heure, depuis le 20 septembre. C'est un projet dont on est très fiers, dont on attend la suite maintenant. On travaille sur le projet de Bangkok, donc pour une mise en service en 2023. Donc c'est du Néoval, la nouvelle génération du VAL. Et puis sur le projet de Francfort pour une mise en service en 2024. Et la direction des ventes sur les prochains projets. Avec vous, Philippe Noguès, je souhaiterais maintenant qu'on évoque l'expérience usagée. Comment pouvez-vous rendre leur voyage plus agréable ? Alors, avant de le rendre plus agréable, on va essayer de le rendre déjà plus sûr. Et là, je reprends un petit peu, on a beaucoup parlé des portes palières, mais c'est une évidence, je pense, pour tout le monde. Les portes palières contribuent grandement à rendre le transport plus sûr, et notamment les portes palières à hauteur maximale, hein, parce qu'on a d'autres systèmes avec des quais à mi-hauteur. Donc ça, c'est un premier point. Autour de ça, et notamment autour de l'accès, on va travailler également sur des joints lumineux. On a mis en place des joints lumineux sur les portes embarquées. C'est notamment une expérimentation qui a été menée à bien à Rotterdam sur des tramways, et qu'on a également qu'on est en train de mener avec SNCF sur le RERC. Donc on a une rame qui est équipée en fait avec des joints lumineux. L'intérêt de ces joints lumineux, c'est qu'ils vont donner un signal visuel fort sur la fermeture des portes, et ça évite, en tout cas ça réduit plutôt les accès intempestifs et tous les désagréments associés à ces accès au train qui peuvent être à la fois dangereux et perturbants. Donc ça, c'est un point. Un autre élément sur la partie sécurité, c'est la vidéosurveillance.
On voit un appétit croissant sur la vidéosurveillance, donc associé au métro automatique, mais pas que. Et pour nous, la vidéosurveillance qu'on voit apparaître, c'est aussi un besoin. Vous parliez tout à l'heure des PCC, le lien entre les PCC et les stations, donc qui est important pour pouvoir réagir vite en cas de problème et ne pas non plus maintenir des équipes surdimensionnées dans les stations, comme on peut le voir dans certaines villes. Il faut que l'automatisation soit économique, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça y contribue. Après, le dernier point donc, sur l'information passager, donc là plus pour la partie confort passager et information, le groupe Waptec a développé en fait des systèmes, des écrans de nouvelle génération qui sont à la fois esthétiques et très, on va dire très peu consommateurs d'énergie. On en parlera un petit peu tout à l'heure sur la partie consommation d'énergie. Et on travaille aussi sur l'information passager à quai. Donc pour justement faire communiquer les systèmes, que ce soit embarqués et à quai sur les portes palières. Et on a également des expériences donc probantes sur le comptage passager, donc que ce soit à Madrid et également en cours. On a fait ça aussi sur Lausanne, donc notamment pour le comptage passager dans un système qui était pleinement ouvert. Là, vous en parlerez mieux que moi, Philippe. Mais voilà, donc tous ces éléments qui... Notre idée, c'est qu'à terme, c'est un chantier qui est mené plutôt par l'opérateur plutôt que par l'équipementier, mais on y contribue. L'idée, c'est de pouvoir faciliter le flux de passagers et notamment informer le passager sur les voitures qui sont les moins, on va dire les moins fréquentées et pour fluidifier le transport. Ça peut être aussi un cas de figure. Je vous propose maintenant que nous passions au sujet de l'intelligence artificielle. Évidemment, on pense comme première application à l'adaptation en temps réel de l'offre de services à la demande. Marie Bach, chez Aegis, vous avez bien sûr une réflexion sur ces sujets, vous travaillez dessus. Et quelle est pour vous la plus-value de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter et quelle place désormais pour les opérateurs ? Alors en effet, l'intelligence artificielle, on sait que le mot est dans toutes les conférences, je crois, aujourd'hui. Donc ce qu'on entend déjà par intelligence artificielle, c'est, restons modestes, c'est de l'apprentissage de modèles informatiques qui peut aider, apporter une aide à la décision, voire dans certains cas, et c'est une partie de votre question, effectuer une décision de manière autonome sans opérateur, sans être humain. Donc est-ce que c'est possible ? Aujourd'hui, nous, on pense que techniquement, il y a des très bons outils parmi l'intelligence artificielle et techniquement, les logiciels, les données sont là pour qu'on puisse adapter cette offre en temps réel. Par contre, avant de foncer tête baissée dans l'utilisation de ces données, dans les beaux logiciels, les beaux calculs, il faut avant tout réfléchir à quels sont les cas d'usage de cette intelligence artificielle, est-ce qu'elle est vraiment utile, dans quel cas elle peut servir et comment elle s'inscrit dans les contrats d'exploitation qui lient les opérateurs et les autorités organisatrices de transport. Parlons d'abord quand même des outils. Donc tout à l'heure, Philippe mentionnait le comptage voyageurs. Pour l'intelligence artificielle, on peut aujourd'hui utiliser de nombreuses données sur la charge des lignes, sur la météo, donc qui sont des données plutôt dynamiques, mais aussi des données statiques sur le nombre, le jour de la semaine, les vacances, les jours fériés, qui nous permettent en fait de déterminer deux éléments. Le premier élément, ça va être de pouvoir prévoir la charge des lignes et donc de pouvoir adapter l'offre à la demande. Donc là, on peut se baser sur des prévisions plutôt à ce qu'on appelle long ou moyen terme de J-2, J-1, voire dans certains cas jusqu'à plus ou moins 20 minutes. Donc ça, c'est le premier axe sur lequel on travaille. Et le deuxième axe, c'est pouvoir détecter une anomalie de charge et donc pouvoir réagir. Et là, dans ce cas, c'est plutôt prévenir un incident et prévenir un blocage de réseau. Pour pouvoir prédire cette charge, aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est la fiabilité des données qui nous permettent de prédire ces charges. Donc, on travaille aujourd'hui sur un projet expérimental qui a été déployé en expérimentation c'était un tramway de Nice. Et donc, pour fiabiliser ces données de charge, on va combiner en fait plusieurs données qui sont la pesée par le matériel roulant, donc avec une pesée au niveau des voitures pour déterminer quelle est la charge
charge du train, du comptage voyageurs au niveau des portes, donc au niveau des porte-trains et des fois même en intercirculation, de l'analyse d'images au niveau des quais, donc par la vidéo, et aussi également la billettique, le comptage par la billettique. Et donc ces données vont nous permettre de pouvoir prédire la demande avec une certaine, on espère, fiabilité, et pouvoir ensuite adapter l'offre. Donc quand on parle d'adapter l'offre, on parle d'injecter une rame supplémentaire, retirer une rame supplémentaire, puisqu'on peut avoir aussi des offres inférieures, ou passer en exploitation double rame. Je parlais tout à l'heure des cas d'usage. Un des cas d'usage qu'on a trouvé sur le tramway de Nice, par exemple, souvent on parle d'adapter l'offre, on pense plutôt à un trafic très dense, à une surcharge des métros, et donc il va falloir rajouter une rame. Un des cas d'usage qui est sorti, c'est plutôt, mais si on est capable de prédire qu'en fait il y a une baisse de la demande, on va pouvoir être capable d'enlever une ou deux rames du service qui vont pouvoir être utilisées pour la maintenance, et donc l'opérateur était très intéressé par ce cas d'usage, parce que ça lui laissait plus de souplesse sur la possibilité de faire la maintenance. Donc les cas d'usage qu'on va avoir, d'autres, on parlait tout à l'heure d'économie d'énergie, on peut adapter et réduire l'offre si on s'aperçoit qu'il y a une demande plus faible, et bien sûr les cas pour répondre à une forte augmentation de la demande, pour pouvoir injecter des rames. Enfin, je voudrais finir par deux aspects que j'ai mentionnés au début. L'intelligence artificielle, donc, qui a ses cas d'usage, mais il faut que son utilisation elle soit possible sur la ligne. Deux composantes importantes. Il faut que la configuration de la ligne le permette, puisque si le logiciel prédit et dit il faut injecter une rame dans 10 minutes pour répondre à une demande, si la rame elle est garée, elle est remisée à 30 minutes de là, parce que la configuration de la ligne est telle, on voit très bien que ce sera impossible en fait d'utiliser cette donnée qui est fournie par notre logiciel, et donc on aura fait quelque chose qui sert à rien, puisque la rame elle sera à 30 minutes. Donc il faut vraiment étudier en fait dès le début est-ce que la configuration de la ligne pour pouvoir utiliser ces données. Et enfin, un dernier point que je mentionnais au tout début, c'est vraiment les contrats qui lient aujourd'hui les autorités organisatrices aux exploitants, puisque les exploitants ont des contrats qui leur demandent de respecter un planning, et donc de devoir faire circuler un certain nombre de trains pendant un certain horaire. Et si un logiciel aujourd'hui, une aide à l'intelligence artificielle lui dit qu'il serait plus intéressant d'enlever une rame, mais en fait son contrat, les contrats tels qu'ils sont construits, tels qu'on les connaît, ceux qu'on connaît aujourd'hui, ne le permettent pas, puisque cet opérateur ne va pas remplir le contrat qui le lie avec l'autorité, et donc sera pénalisé pour ce manquement à son contrat. Et à l'inverse, s'il détecte un incident, alors hors match, qui sont en général prévus, des événements sportifs, qui nécessiteraient d'amener une rame supplémentaire, souvent l'opérateur va devoir supporter lui-même ces surcoûts de circulation d'une rame supplémentaire. Donc on pense vraiment que un des avenirs de l'intelligence artificielle, c'est de réfléchir à des contrats agiles entre les opérateurs et les autorités organisatrices pour permettre cette utilisation de l'intelligence artificielle. Donc vraiment, pour savoir et définir quand il y a un nouveau projet, est-ce que l'intelligence, un nouveau projet ou un projet existant peut être utile, il faut vraiment avoir trois réflexions. La réflexion technique, bien sûr, qui est celle à laquelle on pense en premier. La réflexion métier aussi, et l'accompagnement de la conduite du changement chez l'opérateur. Et enfin, la composante contractuelle organisationnelle pour que tout cela puisse être réalisé au quotidien par l'opérateur. Et Vincent Mahutot, chez Systra, estimez-vous que l'on est allé au bout dans le domaine des mécanismes de supervision, notamment, et peut-on encore améliorer les performances techniques et économiques des métros automatiques par le biais de l'intelligence artificielle? Par d'autres moyens, d'ailleurs. Oui, alors c'est une vaste question. Une vaste question, et évidemment, je ne vais pas répondre qu'on est allé au bout. Pour autant, il faut bien se dire que le métro automatique, c'est une révolution copernicienne dans le transport urbain. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être en face d'un produit industriel mature et qui est la norme. Aujourd'hui, vous regardez les projets nouveaux, l'exception, c'est des lignes de métro qui ne sont pas Go A4. Et encore, elles ont des différents niveaux d'automatisation. Pour autant, il y a encore beaucoup d'axes de projets et dans des dimensions différentes et complémentaires. Déjà sur le plan économique, on peut prendre
prendre le corollaire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire on a un produit industriel mature, donc on doit améliorer l'accessibilité pour les candidats à ce type d'équipement à des projets moins coûteux, à des projets plus fiables et à un REX plus étoffé. Ensuite, du point de vue des performances, on le voit avec les Go A4 de nouvelle génération, les travaux sur les distances de freinage, qu'on peut essayer d'améliorer les performances. Alors, là, pour les exemples que je viens de donner, c'est en déplaçant les limites, mais à partir du moment où la limite est fixée pour un temps, on peut encore travailler sur les marges et la réduction des marges, qui est un autre gisement de productivité. Sur le plan du service, on voit que les métros automatiques sont très prometteurs en termes de connectivité et permettent d'y associer un grand nombre d'applicatifs pour améliorer l'expérience voyageur, mais aussi finalement pour aider tous les intervenants du paysage dans leur activité ou dans leurs besoins spécifiques. Il y a aussi un phénomène qui est à l'œuvre déjà depuis un moment, c'est l'expansion de cet objet métro automatique depuis une genèse autour d'objets qu'on qualifie parfois de VAL, de petits métros, vers du mass transit. Aujourd'hui, les projets de mass transit, qu'on aurait appelé train, RER à une certaine époque, sont des métros automatiques. La ligne 9 du métro de Barcelone, la ligne 15 du Grand Paris, et la Elizabeth Line à Londres, sont des lignes de mass transit avec des trains capacitaires, jusqu'à 1000 personnes qui vont vite, jusqu'à 110 km/h, notamment parce qu'on a des interstations longues, donc pour sortir un peu de motifs de déplacement très centre-ville. Et donc, on atteint des PPH-PD qui sont de l'ordre du mass transit. Ensuite, si on prend un peu de recul et on tente un peu de prospective, alors moi j'avais un directeur qui me disait que la prospective, c'est remplacer l'incertitude par l'erreur. Donc je m'excuse, je vais faire des erreurs, mais je pense que c'est des réflexions qu'on peut avoir. Aujourd'hui, l'automatisme a libéré l'opérateur de la couche tactique, voilà, qui était elle-même déjà des automatismes, faits, mais traités par des hommes et femmes. Et donc il peut se concentrer sur la couche stratégique. Mais sur cette couche stratégique, et Marie en a parlé tout à l'heure, on voit bien qu'on est capable de fournir des outils d'aide à la décision qui sont vraiment déterminants dans ce qu'ils peuvent apporter de réactivité. Et aujourd'hui, la limite de ça, c'est plus tellement la technique, c'est plutôt la confiance qu'on leur accorde, ou l'ergonomie pour l'opérateur, qui a une responsabilité importante par rapport à l'exploitation de la ligne, la sécurité des personnes. Et donc cette confiance, elle peut venir aussi de ce qu'on sait faire aujourd'hui en machine learning, parce que l'exploitation de ces lignes, ça génère énormément de données. On peut refaire le jeu de très nombreux incidents. Et donc comprendre, proposer des simulations en temps réel d'évolution du trafic en fonction des choix à faire. Donc cette aide à la décision, c'est vraiment un enjeu majeur pour apporter une robustesse très forte par rapport aux petits aléas, mais aussi par rapport aux grands incidents qui, s'ils ne sont pas toujours très marquants socio-économiquement, sont quand même des choses qui marquent profondément notamment les usagers. Si je prends encore un peu plus de recul, on peut aussi lorgner vers d'autres disruptions comme le couplage virtuel, donc une gestion qui serait faite par le bord, donc de RAM à RAM, et qui peut aussi nous faire envisager des types de régulation type blockchain, décentralisé, donc aussi beaucoup plus robuste par rapport au risque de cyberattaque dont on parla tout à l'heure, il me semble. Alors, je vais juste finir sur une opinion purement personnelle. C'est que pour moi, il y a encore un gisement aussi dans ce métro automatique, c'est que dans la conception des projets, et la responsabilité incombe beaucoup aux ingénieries, on a pendant longtemps développé des projets de métro et qui se trouvaient des métros automatiques au moment de choisir les systèmes ou de les déterminer. Or, en termes d'objets, le métro automatique est très différent d'un métro conventionnel.
Et quand on travaille sur un terminus, sur un dépôt, quand on dimensionne un parc de matériel roulant, c'est un objet qui est rigoureusement différent. Si bien que un des gisements qu'on peut attendre, c'est de penser maintenant cet objet comme un objet typique et sur lequel, qui définit de nouveaux standards et qui, dès la conception, peut apporter de nombreux bénéfices pour les collectivités. Edgar C., pour la RATP, l'intelligence artificielle, vous la considéreriez plutôt comme une aide à la décision pour les opérateurs? Alors, sur ligne automatique, ce n'est pas une ligne déshumanisée. Hein. Donc il y a toujours du personnel pour l'exploiter, notamment au PCC. Et ces gens-là, ils ont une vraie valeur ajoutée. Les décisions qu'ils peuvent prendre dans le cadre des traitements des modes dégradés, c'est ça qui va faire en sorte que un incident, s'il est bien géré rapidement, ça ne va pas dégénérer. L'exploitation va pouvoir reprendre nominalement rapidement. Puis s'il n'est pas bien géré, ça peut vite partir en vrille. Et on peut se trouver avec beaucoup de trains bloqués sous tunnel, des gens qui sont pas à l'aise évidemment dans cette situation, des voyageurs malades, des évacuations, et puis là c'est parti pour un bon moment. Donc l'application des procédures qui sont donc réfléchies en amont dans le cadre des séquences exploitation-maintenance avec les industriels, les dossiers de sécurité, etc. Donc cadre une partie du sujet. Après, il y a au quotidien des choix qui sont à faire dans le traitement des modes dégradés par rapport à la configuration de l'incident à laquelle on se trouve. Et donc dans ce cas-là, on travaille à essayer de créer des outils d'aide à la décision qui permettraient à la fois dans PCC en temps réel, mais aussi en termes de formation, de rejeu, de mieux former aussi nos personnels par rapport au traitement de ces situations pour lesquelles l'humain a une vraie valeur ajoutée ici. Donc, voilà. Ensuite, il y a d'autres traitements on va dire, automatisés en gestion dans l'intelligence artificielle qui peuvent être imaginés. Puis on a lancé des expérimentations aussi dessus, sur la gestion des flux par exemple. Sur la ligne 14 à la gare de Lyon, on a lancé une expérimentation sur les comptages des voyageurs et puis pour essayer de mieux informer les voyageurs qui se répartissent mieux sur les quais. Et donc là, il n'y a pas forcément besoin d'un humain derrière pour piloter le truc. Donc il peut y avoir ces différents aspects dans l'utilisation de l'IA. D'accord. Peut-être un mot, Paul-Édouard Basse. Quand on parle d'intelligence artificielle, évidemment, on pense à l'ATS+, dans le cadre de Nexteo. On sort un tout petit peu du sujet, là, mais juste oui, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on peut envisager de faire avec l'ATS+? On ne sort pas beaucoup du sujet. Enfin, c'est du CBTC toujours, c'est au du départ, CBTC, c'est sûr. Le Nexteo et ATS+, donc ce sont les deux composantes du CBTC et de l'ATS pour la ligne E du RER, donc avec un conducteur. Mais ce sont les mêmes automatismes qui sont utilisés, ce sont les mêmes architectures. Et donc ça permet d'améliorer la performance. Donc la ligne E, elle est à 180 secondes d'intervalle aujourd'hui. On va descendre à 108 secondes avec des trains qui vont à 120 km/h et dans un environnement qui est ouvert, donc assez complexe, avec des interfaces avec les systèmes qui sont complexes. Donc c'est une première, ce projet Nexteo, et la pleine performance donc, du CBTC, elle est atteinte parce qu'il y a un ATS+, donc en effet qui est déployé, donc une fonction de supervision. Donc d'un côté le contrôle des trains et de l'autre la supervision qui permet d'organiser le trafic. Alors du coup 2 exemples sur l'intelligence artificielle appliquée à Nexteo, un qui concerne plutôt l'algorithmique et l'autre l'apprentissage par la machine. Donc sur l'algorithmique, on a développé pour les fonctions d'ATS+, une aide à la décision et gestion du conflit pour l'exploitant. On se rend compte que l'exploitant, tous les jours, il est dans un conflit entre plusieurs critères, plusieurs priorités. Et quand il a couramment 4, 5 ou 6 critères à arbitrer, ça ne se fait pas sans une aide. Et donc on lui apporte, nous, une
solution qui n'est pas automatique aujourd'hui, qui est une proposition. Donc, par exemple, il doit choisir entre des graphes qui sont établis qu'il ne veut pas modifier, ou un départ des trains qui a une heure dite qui veut le modifier le moins possible, ou des intervalles entre les trains, donc en lissant donc les différents trains, en les répartissant sur la ligne, ou encore sur la gestion de l'énergie, qui devient un critère très important. Donc il peut avoir comme ça tous ces critères avec une décision à prendre, et donc nous on lui apporte, avec de l'algorithmique, avec de la recherche opérationnelle, une proposition qui est voilà ce qui nous semble la meilleure solution en fonction des critères. Donc ça c'est le premier exemple. Et puis le deuxième exemple, toujours appliqué à Nexteo, là on va être plus sur de l'apprentissage par la machine pour la maintenance. Donc c'est tout le sujet de la maintenance prédictive. Si on l'applique au CBTC, donc le CBTC ça fonctionne avec une radio donc, qui permet de communiquer entre le sol et le bord. Cette radio, elle peut avoir des défauts dans le temps, elle peut avoir des décalibrations, des dérives. Et donc on va surveiller la radio en captant toutes les informations de signaux. Et donc en construisant des modèles qui vont se faire par apprentissage, donc par rapport donc, à une corrélation avec des pannes, et on va pouvoir définir des seuils pour la maintenance prédictive, ce qui va nous permettre de ne maintenir que si nécessaire, par exemple de recalibrer des radios que si nécessaire, et de ne pas aller recalibrer toutes les radios de la ligne alors que ce n'est pas nécessaire. D'accord. Je vous propose maintenant que l'on s'intéresse à la cybersécurité avec une question quasi existentielle. Est-ce que les automatismes seront toujours à l'abri d'une cyberattaque ? Marie Bach, pour Régis, quel est votre point de vue ? Je crois que la réponse est clairement non. Alors la réponse est en effet non. Les automatismes sont des systèmes informatiques comme les autres. Donc il n'y a pas de raison qu'ils soient à l'abri d'une cyberattaque. On a des exemples alors, qui remontent un peu, qui étaient sur du tramway dans la ville de Łódź en Pologne. Un étudiant qui avait piraté, si je puis dire, la signalisation et qui a fait dérailler 4 tramways quand même. Donc les automatismes ne sont pas à l'abri des cyberattaques. Alors après, pour relativiser quand même mes propos, aujourd'hui, on est quand même sur des systèmes CBTC qui sont des systèmes très protégés. On est des systèmes qui sont quand même peu accessibles. Donc, si on n'est pas à l'abri de ces cyberattaques, il faut voir comment s'en prémunir, comment que ces cyberattaques n'aient pas de conséquences et que les attaquants ne puissent pas atteindre les parties les plus sensibles du système. Aujourd'hui, on est dans notre domaine, dans le domaine du ferroviaire, c'est quand même une problématique, la cybersécurité, qui est prise très au sérieux par l'ensemble des acteurs, ce qui n'était pas vrai historiquement, hein, mais depuis une dizaine d'années, c'est vraiment pris très au sérieux. Et donc pour prévenir ces attaques, l'ensemble des acteurs, que ce soit les ingénieries, les opérateurs, les industriels et les autorités organisatrices de transport, doivent concevoir et exploiter un système robuste. Donc pour ça, chez GIS, on met en œuvre notre expertise ferroviaire et notre expertise dans la cybersécurité, en amenant, bien sûr, en respectant la réglementation et les normes en vigueur. Donc pour pouvoir concevoir un système qui est sûr au niveau cybersécurité, pas au niveau sécurité, il faut vraiment dès le début du projet conduire une analyse de risque et donc ensuite déployer des mesures qui vont être techniques, non seulement techniques mais aussi organisationnelles, avec par exemple des mesures sur les contrôles d'accès, les contrôles d'accès des locaux techniques par exemple, des mesures sur la gestion des profils utilisateurs. Donc on est vraiment dès le début du projet, une réflexion par analyse de risque pour prévenir ces cyberattaques. Vincent Mahutot, pour Systra, diriez-vous que l'exposition au risque a augmenté et comment peut-on faire pour prendre en compte dès la conception ces risques ? Alors oui, sans être alarmiste, pour nous il est clair que l'exposition au risque s'est considérablement accrue. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé, je crois que c'est le 29 octobre au Danemark, où le réseau ferré danois a été immobilisé pendant plusieurs heures par un ransomware introduit par le logiciel d'un sous-traitant. Alors pourquoi ce constat-là ? Parce que, au-delà de l'anecdote que je viens de citer, il y a deux phénomènes qui sont, il me semble, impossibles à ne pas voir. Premièrement, les nouvelles générations de métros sont de plus en plus automatisées, de plus en plus connectées. Donc,
naturellement plus exposés à une cyberattaque et à des attaques qui pourraient être beaucoup plus paralysantes. Évidemment, plus facile d'immobiliser tous les métros d'une ligne en passant par des outils plutôt qu'en passant par tous les conducteurs réunis. Au-delà de ça, on a un contexte international qui voit croître la professionnalisation de la menace et la militarisation du cyberespace. On le voit hein, dans l'actualité malheureuse récente, mais la cyber, c'est une nouvelle ligne de front aussi entre grandes puissances. Et en ce moment, on ne va pas vers des rapports très cordiaux entre les différentes nations capables de faire beaucoup de mal à ces systèmes essentiels pour la collectivité. Donc, on voit de plus en plus d'attaques, de plus en plus sophistiquées. Ça, c'est un fait. Alors, comment on peut réduire le risque? D'abord, c'est une question de conception et d'architecture. Il est absolument indispensable d'être capable d'isoler de cloisonner les différents sous-systèmes et surtout de séparer formellement les environnements bureautiques d'un côté. On va trouver tous les applicatifs, la billettique, l'info voyageur, etc., de toutes les exploitations, de l'environnement opérationnel où on va trouver la gestion de la circulation des trains et donc toutes les tâches de sécurité. Alors, c'est un peu paradoxal parce que c'est très tentant d'avoir beaucoup de ponts entre ces deux domaines. C'est là où on apporte de plus en plus de valeur et qu'on améliore notamment l'expérience voyageur. Et c'est bon, c'est malheureusement autant de brèches. Donc c'est important d'en surveiller le nombre, c'est important d'établir le fait qu'on ne puisse pas les prendre à contre-courant. Donc d'abord une question d'architecture. Et ne serait-ce que pour s'éviter, comme on le voit malheureusement trop souvent, des réingénieries trop coûteuses parce qu'on a abordé la cybersécurité une fois le projet démarré dans ses grandes lignes. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On cartographie les systèmes, on définit pour chacun des critères de sécurité cible. Hein. Alors, pour ça, évidemment, on est aidé par l'établissement de standards communs qui faisaient défaut jusqu'à il y a peu, hein, et puis de cadres à définir, comme la loi de programmation militaire notamment. À ce sujet, par exemple, Sistra est intervenu pour l'Agence européenne de cybersécurité, l'ENISA, pour contribuer justement à créer ce socle normatif et qui soit pratique, qui soit facilement, qu'on puisse facilement mettre en place, pardon. Et malheureusement, on rencontre quand même des fausses manœuvres. Déjà parce que ces exigences de cybersécurité, elles sont difficiles à suivre dans des chaînes de fournisseurs qui sont de plus en plus complexes, avec en plus souvent un lotissement des marchés qui ne répond pas à des exigences de cybersécurité, mais qui est optimisé sur d'autres plans, et qui ne permettent pas donc ces séparations formelles. Donc on lutte contre ça. Pour nous, les solutions les plus importantes, c'est d'abord la prise en compte le plus tôt possible de ces enjeux-là, mais aussi la sensibilisation des différents intervenants et également le partage de standards communs. Donc c'est sur ces 3 points qu'on essaie d'axer notre assistance dans les missions de cybersécurité qu'on peut avoir. D'accord. Une autre réaction, peut-être, Paul-Édouard Basse, par rapport au caractère évolutif des risques, mais alors très rapidement, parce que... Très rapidement. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que je pense qu'en France, on a une longueur d'avance dans le domaine. En fait, l'État a légiféré très tôt, en 2013. L'industrie a suivi. Chez Siemens, nous, en fait, on a mis en avant... 2 métiers depuis 10 ans, c'est la digitalisation et la cybersécurité. Donc on a travaillé sur ces métiers-là et on a développé pour le CBTC. Je dirais aujourd'hui, on est des spécialistes donc chez Siemens Mobility de la sécurité du CBTC et on veut devenir des spécialistes de la cybersécurité du CBTC. Donc on a lancé un programme qui s'appelle TRACI, comme Train Guard Cybersecurity, dans lequel on déploie, donc je ne vais pas forcément entrer dans le détail, mais
le renforcement, le durcissement des systèmes, qu'on appelle la défense en profondeur, l'administration pour pouvoir maîtriser les logiciels, la journalisation pour surveiller ce qui se passe, et puis bien sûr, une fois qu'on a établi cette architecture, le maintien en conditions de sécurité pour pouvoir faire les updates logiciels, parce que c'est une des caractéristiques de la cybersécurité, c'est qu'il faut en permanence mettre à niveau en fonction donc, de l'évolution du risque. D'accord. J'aimerais que l'on dise également un mot sur les économies d'énergie, car malheureusement le temps passe très très vite. Philippe Leguet, est-ce qu'il pourrait être intéressant de faire des compositions variables en unités simples ou en unités multiples selon les heures de la journée? Et est-ce que les manœuvres d'accouplement, des accouplements automatiques sont désormais tout à fait fiables? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, le métro, ce qu'on peut voir, c'est que dans une ville, il y a les heures de pointe et les heures entre les pointes. Donc, on gère une pointe du matin, une pointe d'après-midi. Et effectivement, avoir des trains longs aux heures de pointe, évidemment, c'est génial, parce qu'on a une bonne capacité, tout en ayant une fréquence très correcte. Où le problème se pose, c'est quand finalement, c'est quand on est en dehors des heures de pointe. Si j'ai des trains longs, là, j'ai un vrai challenge, c'est de choisir une fréquence qui à la fois garantisse la capacité, mais aussi la satisfaction des voyageurs. Et si mes trains sont très grands et que je veux faire de l'économie, bien j'aurai une fréquence pas adaptée. Mais du coup, dans ce cas-là, je suis en surcapacité. Et là, il y a un concept génial qui n'a pas été inventé d'ailleurs avec le métro automatique et qui existe. Je vais donner 3 exemples. Par exemple, ça existe au métro de Stockholm, ça existe au métro de Montréal et ça existe à Docklands Light Railway, où là on a des trains et chaque train unitaire sont des trains de 3 voitures. Et ces trains, suivant les heures de la journée, il faut être du coup configuré en train de 6 voitures ou en train de 9 voitures ou 3 voitures. Et là on se rend compte effectivement que ça apporte un enjeu important d'économie de kilomètres de voitures, et donc et tout en maintenant une fréquence attractive, satisfaisante pour le voyageur. Je vais vous donner un exemple aussi, effectivement, notamment de ce que ça peut rapporter. Vous savez probablement qu'il y a Lyon, ligne B, qui est en train d'être automatisée, donc passer de GOA2 à GOA4. Ce concept de train court, train long est également en train d'être développé donc par Alstom. Nous avons déjà fait les calculs. Donc exploiter des demi-trains en dehors d'heures de pointe et exploiter des trains entiers pendant les heures de pointe, ça va réduire à l'année 30% des kilomètres voiture. Ce qui veut dire directement 30% de moins de consommation d'énergie, 30% de moins de coûts de maintenance du matériel roulant, et puis, et du coup, un allongement proportionnel de la durée de vie des trains de 30%. Donc l'enjeu, il est énorme. Donc on voit que quand on conçoit un système de transport de type métro, bien sûr, on concentre d'abord sur l'heure de pointe pour être sûr qu'on aura bien la capacité, la vélocité, le confort. Mais en dehors des heures de pointe, il y a encore besoin de maintenir une fréquence. Et là, par contre, il y a l'enjeu, effectivement, à la fois de qualité de service, de coût de service, et puis de plus en plus l'enjeu énergétique, puisque plus les trains roulent, plus ça coûte cher. Et donc là, effectivement, l'accouplement automatique, et là, on peut rejoindre effectivement l'intelligence artificielle. On pourrait très bien effectivement imaginer, et j'espère un jour, l'accouplement virtuel pour que ça aille encore plus vite. Eh bien là, effectivement, il y a des attentes très fortes, des retours très forts. Il faut savoir que ça a quand même été conçu, mis en place depuis 1991 donc à Lyon, ligne Magali, elle prévoit et permet d'exploiter train court, train long. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est en train d'arriver de plus en plus. Il y a notamment le métro Montréal REM 2 qui est en train de être conçu comme ça. Le train que nous exploitons ensemble avec la RATP à Doha est un concept comme celui-ci. Donc oui, c'est en train d'arriver. Ça a été assez long à percoler, mais je pense que notamment la crise énergétique va peut-être être une opportunité pour pousser les fournisseurs et les opérateurs à être moins frileux et aller vers cette voie donc, du progrès, de qualité de service et du progrès économique et du respect énergétique. Edgar C, à la RATP, c'est un concept qui pourrait vous intéresser. Et première question, et puis deuxième question, en fait, pour l'automatisation, bien sûr, on pense à la synchronisation des départs et arrivées en station, de façon à optimiser la récupération. On pense à un certain nombre donc, de possibilités. Qu'est-ce qui va être opérationnel sur vos lignes automatiques ? Alors, qu'est-ce qui est opérationnel ? Qu'est-ce qui est opérationnel, d'ailleurs, oui. Qu'est-ce qui va l'être sur la 4 voilà. prochainement mais effectivement, depuis, ça va être en 2010, je crois qu'on a mis en service les marches économiques sur la ligne 14.
Alors pour reprendre la distinction faite juste avant par Philippe, les heures de pointe, les heures creuses, on a des marches économiques de différentes natures suivant les heures de pointe et les heures creuses. Donc les heures de pointe, on dit il faut qu'on consomme moins, mais on veut garder les temps de parcours, la même performance d'exploitation sur les heures de pointe. Donc les marches économiques consistent à faire aller au départ un poil plus vite les trains jusqu'à la vitesse de la marche tendue, et ensuite de couper la traction et de laisser le train rouler sur l'air, et finalement de perdre gentiment de la vitesse en prenant en compte le profil de la voie, et finalement de ne freiner qu'au dernier moment. Donc on économise déjà un peu en faisant ça pendant les heures de pointe. Pendant les heures creuses, on s'autorise des temps de parcours de quelques secondes plus longs sur les interstations. Et donc là, on tractionne moins fort au début, on va jusqu'à atteindre la vitesse de la marche tendue et on relâche assez rapidement pour rouler sur l'air. Et là, on fait quand même des économies tout à fait substantielles. Donc en gros, en combinant ça, on gagne à peu près 15% en économie d'énergie. En plus de ça, il y a le freinage à récupération, et donc pour lequel il faut essayer d'optimiser la réceptivité de la ligne. Et donc le but du jeu, c'est d'arriver à construire des tables horaires dans lesquelles on va essayer de faire en sorte que des trains vont freiner simultanément à d'autres trains qui vont tractionner à peu près dans la même zone pour qu'on puisse réutiliser l'énergie de freinage qui est réinjectée sur la ligne pour les trains qui en ont besoin pour accélérer sans avoir à trop tirer depuis les postes de redressement. Donc là aussi, on va gagner un pourcentage substantiel. Voilà, on le fait sur la 14 depuis 2010. Ça a été mis en service avec l'automatisation de la 1. Et puis, quand la ligne 4 sera 100% automatisée, on va également pouvoir faire ça. Voilà. Après, sur ligne avec conducteur, il y a le système OCTIS, donc, où il y a du pilotage automatique numérique. Alors là, la réceptivité, c'est quand même plus compliqué parce que synchroniser les conducteurs, c'est une autre paire de manches, donc ça non. Mais le pilotage automatique numérique permet d'avoir des marches économiques. D'accord. Et pour terminer sur les économies d'énergie, Philippe Noguès, la climatisation, c'est le deuxième poste de consommation énergétique. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Écoutez, effectivement, la climatisation, on en parle un petit peu moins sur la partie économie d'énergie, et pourtant c'est majeur, parce que c'est le deuxième poste en général sur les trains, c'est le deuxième poste de consommation. Et c'est un sujet d'actualité, puisque là, on vise vraiment la sobriété énergétique. Pour nous, c'est pas nouveau, parce que ça fait déjà de nombreuses années que le groupe a développé des dispositifs justement d'économie d'énergie sur ces climatisations. Pour vous décrire ça de manière un peu plus précise, on va avoir quelques mots. Oui, en quelques mots, je vois que le temps. Trois grands principes, trois grands, on va dire, leviers pour réduire les économies d'énergie. Le premier, c'est l'ajustement de la quantité d'air entrante, donc par rapport à un taux de saturation CO2 des rames. Donc ça, c'est un premier levier, ce qu'on appelle chez nous fresh air. Le deuxième, c'est la modification des consignes de température suivant la localisation du train. Par exemple, un train qui va retourner en dépôt peut faire l'objet d'une consigne de température différente. Et donc on va économiser quelques pourcentages également de consommation d'énergie. Et le dernier dispositif, qui s'appelle Régénère chez nous, il vise justement, on en parlait tout à l'heure, à ne pas avoir en fait une climatisation ou un système de chauffage qui va moins consommer durant les phases de traction et plus consommer durant les phases de freinage. Donc de sorte à réduire la consommation globale pour le train. Et ce que je vous dis là, donc les dispositifs dont on parle, c'est des dispositifs qui ne sont pas du tout de la science-fiction, c'est en place aujourd'hui. On a notamment une très belle expérimentation, enfin pas une expérimentation, une mise en place réelle et effective sur Brest avec la RATP Dev, qui a donné d'excellents résultats. Donc on a des économies de l'ordre de 25%. Et donc c'est des choses qui se mettent en place sur des rames en service. Voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ces interventions extrêmement intéressantes. Et il est grand temps maintenant de donner la parole à vous qui êtes présents dans cette salle. Avez-vous des questions à poser à nos intervenants ? Déjà une question tout en haut. Si vous pouviez éventuellement vous présenter juste avant, ce serait très très bien. Alors, Jean Dujardin, je suis maintenant à la retraite, mais j'ai travaillé longtemps pour Sistra, et en particulier sur le contrat d'AMO System, de ce qu'on appelait la ligne rouge, et la ligne 15, 16, 17 du Grand Paris. Alors, ma question est la suivante.
l'incendie fameux du tunnel sous la Manche, qui date, je pense, à plus de 20 ans, a montré que la décision humaine n'est pas toujours la bonne. Alors, pour en revenir au métro, est-ce que, alors c'est peut-être une question pour les ingénieries, est-ce qu'on pense qu'en cas d'un accident, incendie en tunnel, il faudrait arriver à une automatisation complète et coordonnée des différents systèmes, c'est-à-dire la circulation des trains, comment est-ce qu'on gère l'empilement, comment est-ce qu'on gère les reboussements, la ventilation, donc coordonnée au scénario précis de l'accident, où se passe accident, quels sont les systèmes de ventilation à mettre en œuvre, le sectionnement énergie, et puis l'évacuation des voyageurs au travers de l'information du système information voyageurs. Donc voilà, est-ce qu'il est souhaitable d'arriver à un système complet et coordonné d'automatisme pour gérer cet accident? D'accord. Aegis ou Sistra, qui veut répondre le premier? Marie Bach. Je peux répondre. Donc automatique complètement, je pense que, comme disait Edgar tout à l'heure, la ligne reste humaine et donc il y a toujours une décision humaine qui doit être faite. Par contre, sur la ligne 18, par exemple, on va développer, on a demandé au niveau du cahier des charges d'avoir des systèmes qui peuvent vraiment déjà prévenir ces incidents, ces incendies. Donc, dans le cas d'un train qui est détecté, suspecté avec un incendie, on va faire ce qu'on appelle sanctuariser la zone. Et donc, les trains qui sont aux alentours, donc en avant et en arrière, donc ceux en avant vont quitter la zone et ne vont pas être sanctionnés, vont pouvoir quitter la zone. Ceux qui sont derrière le train vont pouvoir rebrousser la zone. Tout ça pour prévenir, donc dès qu'il y a une suspicion d'incendie. L'opérateur va avoir une aide à la décision, on en parlait tout à l'heure, avec la localisation du train dans le tunnel et quels sont les scénarios des désenfumages à mettre en œuvre par rapport à la localisation du train. Donc ce ne sera pas une mise en œuvre automatique sur la base de la localisation du train, mais ce sera bien là une aide à la décision. Et vous parliez aussi de l'information voyageur. Donc l'information voyageur doit être corrélée à ces scénarios d'incendie et d'évacuation dès que la suspicion d'incendie est détectée. Vincent Mahutot. Je souscris tout à fait à ce qu'il m'a dit, mais pour ajouter juste quelques mots, l'humain il est fondamental, surtout dans la gestion de crise. Mais c'est important qu'il puisse occuper sa disponibilité d'esprit et son action sur les choses qui requièrent son savoir-faire. Ce n'est pas la peine de mobiliser des gens pour faire des choses de l'ordre du réflexe, de la tactique, et sur lesquelles ils seront toujours moins fiables qu'un automatisme. Donc des choses simples, mais tout simplement coordonner l'affichage de la sortie la plus proche au sens de ventilation, ça c'est quelque chose qui est plus facile à traiter par un automatisme. De la même manière, on peut aussi coordonner l'information voyageur, gérer la coupure de traction et interdire finalement des situations non prévues, non voulues, qui s'avéreraient dangereuses. Ça n'empêche, ça permet aussi finalement de regarder peut-être avec encore plus de détails ces scénarios opérationnels dans la conception, parce qu'il faut les déterminer au début. Voilà, donc ça permet certainement d'éviter des risques évitables et de donner plus de temps à l'opérateur pour faire les bons choix. Une autre réaction peut-être sur cette question? Alors, juste oui, quelques mots, effectivement. J'étais au tunnel sous la Manche à l'époque quand c'est arrivé. Donc Murphy existe bien, je vous le confirme, parce que le train n'aurait pas dû s'arrêter, mais bon, on était dans un mode dégradé qui a conduit à l'arrêt du train. Donc oui, effectivement, alors je veux à la fois pas forcément tout à fait tout conforter. Nous sommes dans une attente effectivement d'évolution des outils de contrôle-commande pour l'opérateur, même si l'opérateur ne disparaîtra jamais, comme l'a dit Edgar, et puis comme l'a dit aussi, excuse-moi, oui, Paul-Édouard, excuse-moi. Mais effectivement, moi j'ai Keolis, on a de grosses attentes. Il y a moyen quand même de faire mieux. Et c'est vrai que ça suppose quand même un vrai travail entre les opérateurs, les concepteurs.
Je sais que moi, je jette souvent des pavés dans la mare quand je vais dans les congrès. Par exemple, je me pose une question. Aujourd'hui, les systèmes de contrôle-commande ou d'ATS, comme on les appelle, Automatic Train Supervision, sont développés par les développeurs de signalisation et d'automatisation. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des sociétés plus spécialisées qui pourraient rajouter une couche dessus, qui serait justement de l'intelligence, alors qui ne ferait pas tout le travail, mais au moins, comme on vient de le dire à l'instant, qui permettrait déjà de mettre en sécurité le système, éviter que l'opérateur fasse de grosses erreurs qui surenchérissent, notamment en cas d'incendie. Donc un vrai assistant, effectivement, corvéable à merci, et sur lequel l'opérateur vient valider. Donc il y a des diagnostics plus poussés. Donc je sais qu'il y a un travail entre Siemens et la RATP sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a une vraie attente. On voit des voitures circuler toutes seules sur l'autoroute. J'attends pas que les trains circulent tout seuls, même en situation dégradée, mais il y a des améliorations possibles et souhaitables et attendues. Une autre réaction peut-être, Edgar C. pour la RATP. Juste un complément. Alors je partage évidemment ce qui m'a été dit. Pour moi, l'intérêt là-dedans, c'est effectivement de dégager du temps utile pour le chef d'incident qui va devoir gérer cette situation, qui va potentiellement être évolutif dans le temps. On va, si c'est en train de brûler dans le tunnel, on va probablement progressivement perdre des fonctionnalités il va y avoir des dysfonctionnements qui vont apparaître au fur et à mesure de ce qui va brûler dans le système. Donc on va se trouver avec un truc qui va évoluer. Donc j'imagine mal un système 100% automatique qui arriverait à traiter un truc où on perd au fur et à mesure les fonctionnalités. Il faut réagir en temps réel, vraiment de manière intelligente. Mais là, je pense que l'expérience joue beaucoup. Mais pour que l'expérience puisse être correctement mise en valeur, si je puis dire, l'expérience humaine, il faut qu'on arrive à dégager effectivement du temps utile pour les chefs d'incident et avoir des outils d'aide dans ce cadre-là. Bien, une autre question ? Oui, merci. Jean-Claude Degan, Itinéraire et Territoire. Monsieur Leguet disait tout à l'heure effectivement que l'automatisation, les solutions pour les métros automatiques depuis 30 ou 40 ans, elles n'ont pas beaucoup bougé parce que je crois qu'on est quand même pas loin de l'optimum technique. Dans notre secteur des transports, il y a naturellement les autres systèmes de transport où il y a une demande d'automatisation, un souhait d'automatisation que l'on devine fort. Il y a aussi toute la mouvance des systèmes automatiques, des navettes automatiques, etc. Alors, on voit par exemple le développement des RER métropolitains qui se profilent dans les agglomérations. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, à une autorité organisatrice, par exemple, qui rêverait d'un RER métropolitain, quel type de conseil êtes-vous à même de lui prodiguer en matière d'automatisation potentielle? Quelle perspective? Je crois que vous avez forcément une vision sur ces sujets-là. Une question pour Régis et Sistra, peut-être Vincent Mahutot, pour Sistra. C'est une question hyper intéressante, hein, parce que ces lignes de mass transit, qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas encore, ont pour particularité déjà des lignes qui transportent plus de voyageurs, donc une pression voyageurs très importante, mais en plus, on en parlait tout à l'heure, c'est des lignes qui souvent empruntent des réseaux ouverts, et donc rencontrent de la mixité, déjà de la mixité de système, mais en plus de la mixité de trafic. Donc on doit faire la distinction entre les opérateurs, les gestionnaires de réseau, tout à coup, et imaginer des règles de vivre ensemble, au moins sur les zones externes. Ensuite, on a de la mixité d'usage, parce que ces RER métropolitains, on va trouver dans les zones centres souvent des lignes de cabotage avec pour objectif le débit, donc avec une régulation à l'intervalle, et dans les zones externes, des logiques plutôt de vitesse, de desserte à l'horaire, parce qu'on doit se coordonner avec les autres circulations. Donc tout ça, ça fait que on a beaucoup de défis à adresser en même temps, et avec une mixité d'acteurs, une mixité d'usage, une mixité de trafic. Et en plus, des systèmes plutôt vieillissants, en limite de capacité, et qu'on ne peut pas interrompre pendant 2 mois pour faire un grand soir et tout revoir. Là, c'est très intéressant de voir qu'on a réussi à trouver des solutions, que ce soit en ATO, je pense au RER A ou à la Elizabeth Line, décidément, donc à Londres, ou
sur la zone centrale, le conducteur lève les mains et l'automatisme prend en charge le train pour le rendre ensuite au conducteur, ou sur des systèmes de supervision, notamment ATS+, sur lesquels Systra travaille sur les lignes B, D et E du RER, où on va travailler à l'engrenage des trains à l'approche des bifurcations, essayer de gérer le flux comme on le ferait, voilà, non pas train par train, mais d'un ensemble qui doit être le plus homogène possible, et avec des solutions. Et on sait que sur ces systèmes-là, le moindre bénéfice, le moindre pourcent d'amélioration, c'est une bouffée d'air importante pour les voyageurs et sur des lignes qui sont d'intérêt stratégique pour nos métropoles. Qui souhaite ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Non? Une autre question peut-être alors? Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette belle conférence. Je suis Kadinelli Sangaré, consultante chez Soprasteria Next. Ma question est, est-ce que l'automatisation des métros égale automatisation de l'information voyageur, mais pour le voyageur qui n'est pas encore dans la gare? Donc par exemple aujourd'hui, quand on a des incidents sur le métro, les applications nous disent préférer plutôt tel itinéraire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais avoir l'information qui me dit tel métro, il y a énormément de monde, plutôt préférer un autre itinéraire? Est-ce qu'on va pousser jusque-là? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà anticipées, commencé à penser à ces éléments-là qui sont sur la feuille de route? Qui souhaite répondre? Alors, effectivement, c'est pas forcément spécifiquement lié au métro automatique. Mais ça rejoint une partie des débats qu'on a eus précédemment sur la charge constatée, la pesée des trains, les comptages voyageurs, etc. Tous les systèmes sur lesquels on va essayer de mettre de l'intelligence artificielle, par exemple. Derrière tout ça, effectivement, le but du jeu, c'est de pouvoir le déverser dans d'autres systèmes d'information qui vont pouvoir délivrer une valeur ajoutée supplémentaire pour le voyageur en termes d'info voyageur. Donc, oui, essayer de mieux orienter nos voyageurs le plus en amont possible de leur voyage, c'est un vrai besoin auquel il faut qu'on réponde. C'est pas quelque chose de vraiment spécifique au métro automatique, mais c'est dans les systèmes d'information intelligents de maintenant et de demain, un sujet auquel il faut absolument répondre. Tout à fait. Une autre question? Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, je m'appelle Aurélien et je recherche justement une entreprise pour mon alternance. Du coup, ma question, ce serait par rapport au train métro automatique. On entend beaucoup parler de la transition écologique, énergétique depuis pas mal d'années. Et je voudrais vous demander, est-ce que le métro automatique va plutôt dans ce sens, ou alors est-ce que c'est plutôt l'inverse? Est-ce que ça va plutôt à l'inverse des enjeux environnementaux? Voilà. Paul-Édouard Basse pour Siemens. Je peux apporter juste une réponse d'industriel. Aujourd'hui, ce sujet énergétique et environnemental, il prend bien sûr beaucoup d'ampleur. Dans le passé, autour du métro automatique, on a surtout visé la performance. On vous en a parlé des 60 secondes tout à l'heure. On voulait le maximum de personnes donc dans le métro. Aujourd'hui, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Et celui de l'écologie et de l'économie d'énergie, il est important. Donc on a parlé tout à l'heure de ce qu'on pouvait faire avec des automatismes pour avoir des marges des trains qui soient plus économiques, pour avoir aussi des trains entre eux qui se synchronisent pour économiser l'énergie. Moi, je pense que ce qui peut nous apporter pas mal de choses, c'est une approche système, c'est-à-dire en fait on va prendre aussi bien en compte les trains que l'infrastructure et les capacités régénératives de la ligne et ce qu'on peut donc économiser ou sauvegarder comme énergie sur l'infrastructure. Et donc on se rend compte que c'est vite assez complexe. Quand on fait tourner deux trains, déjà quand on fait des tables horaires pour récupérer l'énergie à l'accélération, au freinage,
ça marche sur le modèle, et puis quand il y a 10 trains, c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où l'intelligence artificielle peut intervenir, parce qu'en fait, on peut apprendre à la machine, à l'intelligence, à adapter les marches pour économiser l'énergie et chercher des optimums qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Et je me permettrais juste d'ajouter sur ce thème. Sur ce thème, il y a également la problématique des équipements embarqués. Donc, on est dans un moment assez intéressant de l'industrie où il y a beaucoup d'innovations justement qui visent à réduire l'empreinte environnementale des équipements et des trains en général. Et donc, la plupart des industriels sont poussés pour réduire le poids des équipements. Je parlais tout à l'heure de systèmes compacts de freinage Metroflex, donc avec des poids réduits, une plus grande compacité. C'est également vrai pour les unités de freinage. C'est vrai pour l'ensemble des équipements. Donc, il y a vraiment cette tendance de fond, et c'est des demandes qui sont très très fortes de la part des constructeurs et en amont des opérateurs et des AOT. Je peux juste une autre question compléter pour voir. Quand on construit un métro automatique dans le cadre d'une nouvelle ligne, là, c'est souvent pour répondre à un besoin et pour que des passagers qui sont sur des modes en voiture ou en bus puissent se reporter sur le métro. Et donc, indépendamment du métro automatique par rapport à un métro en mode manuel, et ce qui permet de faire des économies d'énergie, le mode de transport du métro est lui-même un moyen moins carboné que la voiture et le bus, si c'est des bus qui roulent à l'essence ou au diesel. Et donc, quand on se pose la question de est-ce qu'il y a besoin d'une nouvelle ligne pour répondre à un besoin, c'est parce qu'il va y avoir des passagers qui, avant, utilisaient leur voiture et vont se reporter sur le métro. Une autre question. Bonjour, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Je suis psychosociologue en alternance depuis une bonne quarantaine d'années, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre avec ses clients. Et donc j'ai beaucoup appris déjà ce soir. J'avais une question sur l'acceptabilité sociale de tous ces objets formidables et de ces performances que vous décrivez. Est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent, l'acceptabilité sociale par les clients, c'est-à-dire en cas d'incident, tout ça? Est-ce que vous avez fixé des seuils qui vous disent là on va trop loin, on repousse les limites mais on va trop loin? Et puis acceptabilité sociale en interne par rapport aux conducteurs, donc qui sont des gens un peu turbulents, qui ont du caractère. Et donc, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça vous intéresse, ces sujets? Merci. Alors, une question à la fois pour les opérateurs, pour les ingénieries et pour les industriels. Qui veut répondre le premier? La RATP, Edgar C. Oui, d'accord. Alors, acceptabilité sociale, bon, déjà pour la première partie de la question, pour les voyageurs. Alors, il y a des choses qui sont très culturelles, ça dépend des pays. En France, on n'a pas de problème avec le métro automatique. On n'a jamais vraiment eu un train qui roule sans conducteur, ça ne pose pas de problème. Il y a des pays en Asie, certains pays d'Asie, où n'avoir personne dans le train, c'est vécu comme pas très rassurant. Donc il peut y avoir un sujet culturel localement. Ensuite, plus spécifiquement, une ligne automatique, tant que ça roule bien, il n'y a pas de problème, tout le monde est content. Dans les modes dégradés, ça peut être plus rapidement anxiogène parce que il n'y a personne dans le train, donc, alors que dans un train avec conducteur, on sait qu'il y a au moins un bonhomme au bout du train. Donc là, les moyens audiovisuels et la réactivité des intervenants est cruciale. Donc si l'incident ne dure pas très longtemps, ça va. Si ça commence à durer, il faut être très bon en info voyageur et il faut être évidemment très bon dans une gestion rapide des modes dégradés. Deuxième partie de la question sur l'acceptabilité sociale interne. Alors, il m'arrive régulièrement de discuter avec des réseaux un peu partout dans le monde de ce genre de sujet. Tout le monde se regarde, on essaie de savoir ce qu'on fait à droite à gauche. Il y a beaucoup de réseaux dans le monde qui aimeraient automatiser toute partie de leur ligne, aujourd'hui exploitée avec conducteurs, et qui se heurtent effectivement à cette première difficulté qui est mais comment je vais pouvoir gérer socialement avec mes conducteurs, les syndicats, etc. Et donc il peut y avoir des très forts blocages sur le sujet. Nos amis londoniens aimeraient bien automatiser chez eux depuis le début des années 2000. Alors il y a des complexités techniques historiques de la configuration du métro de Londres, mais ils ont aussi surtout une grosse difficulté d'un point de vue acceptabilité sociale. Donc, à Paris, on l'a fait,
on continue, on le refait après la 1 avec la 4. Faut bien avoir en tête qu'il n'y a jamais rien d'acquis. C'est un processus, si tant est qu'on puisse parler de processus, c'est long. Ça nécessite des discussions, de la confiance entre la direction de l'entreprise et les conducteurs et leurs représentants. Donc, ça nécessite beaucoup de bienveillance dans le traitement qui doit être quasi individualisé des conducteurs. Mais il faut avoir en tête que une ligne automatique, ça n'est pas une ligne déshumanisée, je vous disais tout à l'heure. Donc on a besoin de personnel pour exploiter. Donc c'est aussi un vecteur d'une nouvelle organisation mieux orientée vers le service, vers les clients, et qui offre donc des possibilités nouvelles, nouveaux métiers, plus variés, plus enrichissants pour les anciens conducteurs. Donc ça offre aussi des possibilités de promotion sociale. Donc en fait, l'automatisation, c'est un progrès technique qui doit être un vecteur de progrès social pour que l'acceptabilité soit bonne. Une autre réaction, Vincent Mahutot? Si je peux me permettre d'ajouter deux petites choses. D'abord, sur l'aspect rassurant de la personne à bord, il faut voir que ce n'est pas qu'un sujet de conduite automatique. Par exemple, un TER, dans beaucoup de régions, ne part pas s'il n'y a pas un contrôleur à bord. Il y aura un conducteur, donc la présence, c'est un sujet à part. Et évidemment, le rapport à la présence est très culturel et varie d'un pays à l'autre. Au-delà de ça, sur les aspects sociaux de la migration, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure aussi, c'est que c'est fondamental d'en tenir compte dans le chemin qu'on propose. Et c'est déterminant de se rendre compte que on ne fait pas disparaître les conducteurs, on ne fait pas rien de leur expérience, de ce qu'ils ont pu acquérir. Je vous donne un exemple très différent. Quand on a regardé comment optimiser les marches du TGV entre Paris et Lyon pour économiser de l'énergie, on a fait beaucoup de calculs et à la fin on a regardé ce que faisaient les vieux conducteurs. Et ils savaient exactement comment minimiser l'appel à la traction. Donc, évidemment, si on pense à un grand soir où tout à coup tout un réseau en conduite conventionnelle passe à l'automatisation, c'est une catastrophe sociale et personne ne veut ça. Souvent, on voit que la migration, c'est un projet très évolutif sur des réseaux, ligne après ligne. On a besoin de toute manière de phaser pour apprendre d'une ligne à l'autre, pour progresser comme ça. Et ce qui doit permettre justement d'avoir des capacités de reclassification, de développer d'autres missions pour les gens qui étaient sur le terrain. Et aujourd'hui, nous, par exemple, chez Sistra, on a des anciens conducteurs qui nous aident à définir les procédures des métros automatiques. Et donc, qui utilisent leur connaissance terrain. D'accord. Une toute dernière question, peut-être. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Bien, le moment de conclure est donc arrivé. Je voudrais simplement remercier au nom de Villerail et Transport l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de leurs interventions. Je voudrais également vous remercier, chers amis du public qui êtes présents ce soir ici. Remercier également ceux qui nous regardent ou qui nous voient sur Internet. J'espère vous retrouver pour une prochaine conférence de Villerail et Transport. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.